Et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 2 mars 2026. Je m'excuse pour le léger retard. C'était de ma faute. On a deux thèmes au programme ce soir. On va revenir sur le Havre PSG de samedi soir avec Bradley Barcola que je vous ai mis en illustration, qui a été le seul buteur du match. D'ailleurs, je pense qu'on va bien parler de Barcola parce qu'il y a quand même eu un truc assez notable à son propos. Ensuite, on fera un thème sur le tirage au sort Ligue des Champions PSG Chelsea, on en avait très rapidement parlé après le débrief de PSG Monaco. C'est bien Chelsea qui va être notre adversaire. On a pu un peu regarder ce week-end ce qui s'est passé. Enfin, en tout cas, j'ai regardé. Je suis sûr que Blaise a regardé. Je pense que Daryl a regardé aussi. Et Mathieu était encore en train de se remettre du fait que Teddy Bertin ne joue plus au Havre. Donc, je sais pas s'il a pu regarder ou pas. On est quatre ce soir. Je vous ai dit qui était là, effectivement. Bonsoir, Mathieu. Salut à tous. Alors, pas trop choqué de l'absence de Teddy Bertin au Havre, c'est bon? Ah non, non, je un peu choqué du nouveau stade du Havre. Je m'attendais à être à Jules Deschazos. Il me semble en plus qu'on avait été parmi les premiers à l'inaugurer quand on avait joué pour la reprise en 2020 là-bas. Il me semble, je sais pas si vous vous rappelez, on avait gagné 9-0 où ils n'avaient pas le droit de tacler les joueurs du PSG pour pas les blesser. Un match amical incroyable. Mais Ah, bref. c'était pas avant Oui, oui, le Final Four, du coup? tout à fait. C'était Final Eight, plutôt. Final Eight, ouais, c'était exactement Ouais. ça. Et entre-temps, avant le Final Eight, ça avait été les deux finales de Coupe nationale contre Saint-Étienne et Lyon. On avait gentiment réglé le derby en gagnant contre les deux. Mais c'était effectivement, on avait joué là-bas le stade Océane pour la première fois. Je me souviens être allé à l'horrible stade Jules Deschazos il y a maintenant près de 15 ans. Et bah, c'était pas un stade qu'il fallait garder. Heureusement qu'ils l'ont rechangé. Daryl est là normalement. Bonsoir Daryl. Salut Philo, salut tout le monde. Bon, tu me confirmes que tu as regardé Chelsea, Arsenal Chelsea ce dimanche après-midi? Évidemment. Voilà. Ouais, pour ceux qui l'ont regardé comme nous, on s'est pas régalé, hein, je vous le dis tout de suite, on en reparlera après. Blaise, bonsoir à toi, es-tu là? Oui, il est là en fait. Bonsoir Philo, bonsoir à tous. Toi aussi tu as regardé Arsenal Chelsea? Ah oui, oui, et Eh, effectivement, je pense que la c'est sieste était pas bon si on ne devait pas les affronter. Ah non, c'était pas à voir. Si vous avez regardé d'autres matchs ce week-end, eh ben c'était pas le meilleur que vous ayez vu. Fallait voir Roma Juve, mais bon, c'est plus pour préparer la Conférence League de l'an prochain à la rigueur, mais la Ligue des Champions, c'est moins intéressant. Il est vrai. On va attaquer tout de suite sur Le Havre PSG. Donc le seul but du match a été marqué par Bradley Barcola à la 38e minute sur un centre de Lee Kang-in. Évidemment, le centre, la passe a été validée hein, quand même. Euh, et donc le FC Corner Arsenal. Non mais hier on a eu le match complet c'est joué sur les corners. Voilà. Attendez, il y a une question extraordinaire. Si on prend la C1 et l'Espagne la Coupe du Monde cet été, selon vous, qu'est-ce qui empêcherait le génialissime Dro Fernandez d'être le Ballon d'Or 2026? Probablement le fait qu'il ne jouera ni la finale Ligue des Champions ni la finale de la Coupe du Monde avec l'Espagne. Mais on peut rêver en tout cas. Qui nous aurait dit que Seni Mayulu marquerait le dernier but de la finale Ligue des Champions un an plus tôt, alors qu'il n'était pas grand-chose? Probablement personne. Daryl, est-ce que tu veux refaire le pouls du match rapide de Le Havre PSG au stade Océane et donc pas à Jules Deschazos? Ouais, avec plaisir. Bah, c'était un match. Alors déjà, c'était une opportunité à saisir avant de parler même du contenu du match, parce que juste avant, Strasbourg nous avait fait la fleur de faire perdre des points à Lens. Donc, Ouais. pour la première fois de la saison, on avait la possibilité de prendre 4 points d'avance en tête du championnat et donc d'avoir un petit matelas. Donc déjà, voilà, ça posait un petit peu les bases de l'importance de cette rencontre. Puis bah, quant au match en lui-même, c'était un match, j'ai envie de dire, assez symbolique de cette itération 2025-2026 du PSG. C'est-à-dire que bah, dans le contenu, c'était plutôt une bonne rencontre, même très bonne. On a créé un nombre assez fou d'occasions. C'est peut-être même un des matchs où on a généré le plus d'XG cette saison en Ligue 1. En Ah ouais, tout cas, il est dans le très haut du panier. je vais voir, mais Euh, probablement, oui. Je crois qu'on a plus de ah oui, 4. oui, Hein. C'est un truc oui. Ouais, ouais, moi, sur Understat, j'ai 4 quelque chose. 4-0-4, ouais, c'est ça. C'est énorme, 4-0-4. Ouais, Hein. 4-0-4, c'est le genre de ouais, match, en général, tu gagnes 6 ou 7-0. Hein. Faut quand même bien réaliser. ouais, c'est ça. Bon. Exactement. Donc dans le contenu, dans la production offensive, ça a été vraiment excellent. Même bah, défensivement, c'était plutôt de bonne tenue. On a assez peu concédé. Mais malheureusement, bah, un des problèmes bien connus de cette équipe a fait que le score a été seulement de 1-0, parce qu'on a fait preuve d'une inefficacité assez folle, avec toujours bah, ce thème des pénaltys ratés
où là maintenant on est du coup à 50% de réussite dans l'exercice. Donc à chaque match, on fait un peu plus baisser le pourcentage en ce moment. Ce qui a du coup laissé Le Havre dans le match, alors que sur le terrain, il n'y avait absolument pas photo entre les deux équipes. Et donc bah, la fin de rencontre a été un petit peu plus compliquée, enfin très légèrement, hein, mais avec des coups de pied arrêtés et la possibilité de lâcher un match qui nous est, qu'on avait complètement en main. Mais voilà, c'est une rencontre bah, très, ouais, très, très symbolique, vraiment. C'est le genre de match qu'on a pas mal vu cette saison. Alors peut-être pas avec autant d'occasions créées quand même. Il y a eu des C'est ce que rencontres où on j'allais te avait le dire, plus ouais. de mal, voilà, à générer des occasions. Mais en tout cas, l'inefficacité et le fait en fait de se mettre tout seul bah, dans des situations un peu de crainte en fin de rencontre, et les pénaltys ratés, ça c'est vraiment bah, c'est la tendance, la grosse tendance du moment, quoi. On va effectivement les pénaltys ratés, on pourra en reparler. On en est à bah, cette année, il y a 4 tireurs dans le champ. Enfin, quand je dis dans le champ, c'est hors sans tir au but qui ont raté. On a Barcola contre l'Atalanta, on a Vitinha contre, je sais même plus tellement il y en a. On a Ousmane contre Newcastle et on a donc Désiré Doué contre Le Havre. Bon, c'est pas glorieux quand même. Et Euh, Vitinha, c'était Monaco. Monaco, merci. Il y avait pas aussi, non, Vitinha avait aussi raté Oh, contre Tottenham, si je me souviens bien, c'est ça? ouais, dans la séance de tir au but. Ouais, c'est ça. Mais c'était bon. Globalement, Et on Barcola a. Dembélé ont raté face à Flamengo, je pense. Oui, Ah dans oui, la séance, ouais, ouais, ouais. Ah oui, on a deux ratés face à Flamengo. Dembélé avait raté contre Angers aussi. Il avait tiré au-dessus contre Angers, deuxième journée. Mm. Bon. Oui. Ah mais on peut les lister, on en a on a une belle collection de ratés sur penalty, effectivement. On dit Nuno à ton tour. Bah, d'ailleurs, c'est un truc qui est passé Ouais. totalement inaperçu. Ramos avait raté dernier match de la saison à domicile contre Auxerre l'an dernier, donc c'était la saison passée. Un truc qui est passé complètement inaperçu, c'est que Luis Enrique a quand même annoncé en conférence de presse d'après-match qu'on allait continuer à faire tourner sur les pénaltys. Il a dit la rotation va continuer quand même. Donc ça veut dire que il y a une rotation qui est actée et qui va continuer. Tu y crois Bah, vraiment à ça, Philo? Je sais pas, mais en tout cas, enfin, Quand, on a eu, Quand moi Dembélé j'y crois, en tout reviendra, cas, hein. quand Dembélé reviendra, il reprendra bah, en tout, la position, non? Vitinha était sur le terrain quand même. Donc ça va quand même plutôt dans le sens d'une rotation, Mathieu, je trouve, non? Ouais, mais après, bon, peut-être qu'on repart, on revient au point de départ, là, maintenant que tout le monde a eu sa chance et que tout le monde a raté, peut-être que tu reviens, tu reviens au tireur numéro un. Je sais pas. Tout le monde est nul, allez, on recommence. Non, non, mais c'est vrai que dans sa communication autour des pénalties, elle est pas très nette, la communication de Luis Enrique sur les pénalties, je trouve. Elle a un peu changé quand même, je trouve, Ouais, de exactement, sa ouais. conférence de presse là, parce Ouais. que avant, c'était un peu, il avait tendance à minimiser un petit peu le sujet. Je me rappelle notamment bah, très récemment quand il disait que c'était un petit peu comme le fait qu'on n'avait pas de buteur dédié. Et donc voilà, il n'y avait pas de spécialiste de l'exercice. Là, on commence à sentir quand même un petit peu plus d'inquiétude par rapport à ce nombre de pénaltys qu'on rate à chaque fois, quoi. Ouais, On va faire un peu comme au volley au final. Tant que tu marques des points, bah, tu continues de servir, en fait. Donc, le prochain qui réussira le penalty, bah, il va le garder jusqu'à ce qu'il rate et après tu passeras au suivant, etc. Non mais oui, oui. Après, je regardais tout à l'heure les stats de Chelsea. Visiblement, ils ont concédé très peu de pénaltys. Donc peut-être qu'on s'évitera ce souci en Ligue des Champions. Non, il préfère les rouges. Voilà, eux, ils sont dans le rouge. Ils sont dans l'agression gratuite, la violence. Ça, c'est Chelsea. Mais effectivement, je crois que Robert Sanchez, donc je suis allé vérifier les stats parce que il a quand même, en fait, je suis parti vérifier parce que Robert Sanchez a vu son entraîneur des gardiens qu'il avait connu à Brighton débarquer à Chelsea il y a quelques jours, c'est pour ça. Et donc je suis allé voir et je crois qu'il a subi un seul penalty cette saison, un nombre vraiment très très faible d'ailleurs. Et il l'a pas arrêté au passage. Mais bon. Oui, Blaise, tu voulais réagir sur les pénaltys du PSG parce que c'est quand même ça un des thèmes qu'on doit aborder ce Ouais, soir. totalement, parce on avait, en plus, on en avait parlé. Et toi, tu prenais comme Luis Enrique peut-être une alternance ou en tout cas un roulement tant qu'il n'y avait pas un tireur fiable.
Moi, je dois Non, avouer non, que. non. Ouais. J'ai dit que ça avait déjà existé ailleurs. Moi, je déteste cette méthode. Ah, Ça a existé excuse-moi. ailleurs, mais vraiment, je trouve ça nul. Pour moi, il fallait surtout pas changer entre Vitinha et Dembélé. Mais vas-y, je t'en prie, continue. Ouais, non, mais non, bah, excuse-moi, j'ai mal interprété, mais en tous les cas, ouais, je suis comme toi. Déjà, j'étais un petit peu quand même étonné que ce ne soit pas Vitinha qui le prenne. Après, c'était le dernier raté, donc peut-être que lui, il se sentait pas forcément. Et en fait, c'est ce qu'on disait aussi un petit peu la semaine dernière, c'est-à-dire que faire tourner et trouver un tireur qui va en tirer 2 ou 3, il va peut-être réussir 100, mais on voit bien que inévitablement il y aura des ratés. Donc Désiré Doué qui a été plébiscité la semaine d'avant, bah, il est, lui aussi rétrogradé au gré des attentes vers Nuno Mendes. Donc ouais, peut-être, bah, c'est des leaders après, Dembélé, Vitinha, donc à eux d'assumer et ils assumeront les ratés comme les réussites. Mais effectivement, changer comme ça prouve déjà que c'est pas une bonne idée. Oh, je sais pas, peut-être que Daryl, Mathieu, votre avis sur cette rotation qui semble se mettre en place sur les pénaltys? Bonne idée, Ah mauvaise bah moi idée? je trouve pas ça. Non, non, pour moi c'est pas une bonne idée. Et en fait, j'ai l'impression que c'est plus contraint qu'autre chose. En gros, le staff a constaté qu'il y avait un taux d'échec assez anormal et du coup, on est parti dans une espèce de rotation dans le but peut-être de trouver un tireur fiable. Mais s'il y avait pas ce taux d'échec, justement, si il y avait pas eu de loupé avant, on serait pas parti là-dedans. Donc, je ne pense pas que ce soit une excellente idée. Et à mon avis, c'est plus pas du désespoir, mais en fait, c'est une solution par défaut, quoi. Ouais. Marika a mentionné le terme de confiance en conférence de presse. Face au but, j'entends. Mm. Si tu veux que tes joueurs aient confiance, tu changes pas après chaque effet. Donc il faudra voir. Après, peut-être que Vitinha ne se sentait pas de le tirer, hein. C'est aussi peut-être l'un des aspects qui font dire à Luis Enrique que ces joueurs manquent de confiance actuellement devant le but. Il y aura peut-être des joueurs qui ne veulent pas forcément prendre leurs responsabilités enfin, sur des pénaltys, sur des tirs au but. Donc, à voir. Mais je pense que quand même que Dembélé, qui est censé revenir à partir de la semaine prochaine, si tant est qu'il se reblasse pas rapidement, il prendra le prochain. Ouais. Moi, il y a un truc que je trouve en fait très dérangeant dans sa décision de faire tourner comme ça, c'est que quelque part, en fait, tu es en train de cramer la confiance à d'autres joueurs. Parce que bah, tu avais déjà Vitinha Dembélé qui commence à être tangent. T'as Barcola que t'as un peu éliminé parce qu'il nous a sorti une saucisse pas possible contre l'Atalanta. Et là, tu te retrouves à faire tirer Doué, donc voulu y aller. Il le tire pas très très bien, hein, je pense qu'on pourra se rejoindre là-dessus. Et au final, bah, tu fais perdre de la confiance à tous tes tireurs, pardon, un peu les uns après les autres. Donc bon, pourquoi pas Nuno? Mathieu, vous avez donné une excellente explication il y a quelques mois. Ça, Nuno, les pénaltys, il les tire un peu tous de la même façon et il les tire avec en prenant des risques, on va dire, fort sous la barre. Et à un moment, ça se finit sur la barre de façon assez certaine, hein, je peux vous le dire. Oui, Daryl. Ouais, au final, on a vu que Doué, au moment où il s'est avancé pour tirer le penalty, on nous a affiché donc c'est l'endroit où il avait tiré ses derniers pénaux et lui aussi, il n'y a pas non plus énormément de variations, hein. C'est Ah en non. gros soit dans l'axe, soit à gauche, enfin dans l'axe légèrement à droite du gardien, quoi, mais très légèrement, soit à gauche, quoi. Et d'ailleurs, Moridio a clairement dit après le match que Bah, bah, il il a savait où plongé il de ce allait côté parce tirer, qu'il l'a hein. vu tirer, et voilà, Ouais, non, parce qu'il l'a vu bon. faire avant. On nous dit, il regarde très clairement l'endroit où il va tirer. Possible. Lee est un excellent tireur de penalty. Mais le problème, c'est que ce soit Lee ou Ramos, ce sont des joueurs qui, au coup d'envoi d'une rencontre de Ligue des Champions, sont pas amenés à être titulaires, en fait. C'est quand même un peu gênant si ton tireur de penalty, entre guillemets, attitré, est sur le banc de touche au coup d'envoi, quoi. Oui, Moridio, le supporter du PSG. C'est bien de lui dont on parle. Il peut être supporter parce qu'on lui a un peu donné une carrière quand même, hein, faut pas l'oublier. Faites revenir Zlatan. Non, mais c'est vrai que c'est une des conséquences du départ de Neymar, puis bon, Messi, le seul important qu'on lui a demandé de tirer, il l'a foutu dans les bras de Courtois. Mais même Mbappé ensuite qui arrivait à être performant, bah aujourd'hui on se retrouve un peu sur ce trou un peu générationnel sur les tireurs de penalty, avec aucun joueur qui arrive à bien tirer, quoi. Bon. Le prochain, messieurs, il est pour qui à votre avis? On, on repart en arrière, on fait quoi? On repart à la base, hein. Ousmane, je pense.
D'accord. S'il est sur le terrain, évidemment. Oui. Daryl, Ousmane, toi aussi? Oui, je pense que la boucle est bouclée. Arrêtons de continuer à faire tourner et repartons du début. Bon. Mathieu, Donc, d'accord. Ousmane Oui, pour non, toi. c'est ce que j'ai dit juste avant Dembélé, ouais. Bon, moi, je pense qu'on va repartir sur Vitinha, mais enfin, ça me paraît plus logique en fait. Arnaud Tenas. Et c'est marrant, c'est qu'il y a des gens qui proposent Achraf Hakimi et je pense que je connais beaucoup de Marocains qui disent surtout pas. Surtout pas. Il tire fort, mais pas toujours très précis, on va dire. Alors, on nous dit c'est Dembélé qui doit assumer la responsabilité. Oui. Franchement, Nuno, me propose-t-on, Safonov. Bon, Peut-être maintenant Dembélé du gauche, peut-être pour changer. c'est vrai que Ous est capable de changer de pied. Déjà, il nous fait des courses d'élan pas possibles. Avec Pose d'élan en feintant en fait une frappe du gauche et au final frappe du droit, ce qu'il avait fait en film. Ouais, non, c'est sûr, mais voilà. On nous propose Joao Neves. J'avoue que Joao, je crois que je l'ai jamais vu tirer le moindre penalty avec le PSG en plus. On a fait quand même pas mal de séances. Et Gvara, histoire de le griller. Gvara, on avait regardé, je sais pas si vous vous rappelez, un podcast il y a 2 ou 3 semaines. Au dernier raté, je crois que c'était après PSG Newcastle, il est à 66% en carrière, c'est pas terrible. Vaut mieux pas. Moi, Gardons-le il en, sous. il en a très peu tiré à Naples, hein. C'était Osimhen dans le frappeur. Ouais, bah je crois qu'il en a tiré 4 au total, réussi et 2 ratés en carrière, donc c'est pas non plus un gros tireur, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, on est un peu coincé avec cette histoire et c'est vrai que ça serait bien qu'on en réussisse un. Bon, après, enfin, si je peux me permettre, tant qu'on les rate en Ligue 1 où t'as un peu de marge comme ça, c'est pas très grave. Ce qui est gênant, c'est plus en Ligue des Champions où la marge, bah, par définition, elle est beaucoup plus réduite. Là, ça devient vraiment beaucoup plus gênant. Oui, Mathieu? Après, à ce rythme, Dorsat va forcément ajuster les grillés pour chaque pénalty qu'on frappe parce que Hmm. un pénalty normalement ça doit être à 0,7, 0,8. Je crois que c'est Avec le PSG, 0,75, ouais. le PSG, bah, tu peux le mettre à 0,5 puisque c'est notre ratio de la saison. Donc, C'est pas terrible, hein. mm. J'ai appris qu'il y avait quand même 3 équipes qui font pire que nous, hein. Il y a notamment Lorient et Le Havre qui sont à 1/4. Je sais pas comment ils s'y prennent, les types, hein. Vraiment, 25%, c'est quand même pas beaucoup, hein. Enfin bon, nous, c'est quand même pas génial, 50% quand même, mais bon. Voilà. Si on revient un peu à l'analyse collective de ce Lyon aussi est pourri. Ouais, Lyon, calamité aussi sur penalty. Je crois que Lyon est à 50% sur nous, comme nous, je veux dire, ou un truc dans le genre, mais vraiment pas bon, pas bon. Donc, on verra la suite. Peut-être que finalement le tireur va être Dro Fernandez assez vite. On sait pas. On me dit Lorient et Le Havre payent tes références. Attendez, c'est pas forcément comment dirais-je. Il y a eu des très grands clubs qui ont eu des très gros problèmes de tireurs de penalty. Je parlais la fois dernière, le coup du on prend le suivant, on prend le suivant, on prend le suivant. C'était par exemple le Dortmund de Klopp qui avait fait ça, ou de Tourelle. Donc c'est quand même une équipe qui est allée assez loin en Ligue des Champions ou en Coupe d'Europe en général, qui a gagné 10 titres en Allemagne. Il y a des fois, tu as des problèmes comme ça de tireurs de penalty. Il me semble qu'il y a eu je sais plus si c'était à l'Inter ou au Milan l'année dernière ou il y a quelques années, il y avait un problème pareil, et plus personne n'arrivait à mettre un penalty. Bon, t'as comme ça des périodes où tu as des soucis de réalisme, tu as des soucis de confiance et ça va, ça vient, hein. Donc bon. On nous dit, je pense que s'il y a un gros penalty à tirer, il faut surprendre avec quelqu'un qui n'a jamais tiré. la, la méthode est originale, mais personnellement, j'ai pas très envie de voir Pacho s'avancer contre Robert Sanchez dans, dans 10 jours. Mais on transmettra l'idée à Luis Enrique, il va faire ah pourquoi pas, oui, voilà. Le Kang a tiré contre l'Atlético, il a mis pleine lucarne d'ailleurs, très très bien tiré. Mais le problème du Kang, c'est qu'il joue pas beaucoup. On revient sur ce PSG, sur ce Le Havre PSG, messieurs, d'un point de vue collectif. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous voulez parler? Oui, Blaise. La composition, Bah oui. pour la reprendre effectivement avec certains choix qui, bon, sont plutôt, logiques, on va dire. Sauf peut-être qu'on s'attendait à ce que Doué démarre le match, mais en tous les cas, pour revenir à la composition d'équipe, bah, on a vu, le premier choix, c'est-à-dire, Zabarny avec Pacho. Et souvent, et c'est aussi, quand on parlera du match de Zabarny, bah, peut-être, une, quelque chose qui avait déjà été entrevu, à savoir que dans sa meilleure version, déjà, c'est dans sa position naturelle. Et même si avec Beraldo, ça a pas été, pas forcément dégueulasse, mais un Pacho concentré est une aide pour n'importe qui et c'est, je pense, l'idée du staff qui peut se retrouver un petit peu conforté, même si l'opposition est ce qu'elle était.
Donc, il y avait ce premier choix-là, la nouvelle titularisation de Draw. Et puis surtout Bradley Barcola qui lui a joué dans un poste axial en démarrage de match et surtout qu'il a fini à cette position-là avec un apport tactique qui s'est avéré très intéressant dans un match avec une configuration particulière et évidemment que ça doit jouer, mais à l'orée d'une fin de saison avec peut-être des nouvelles idées à avoir, ce qui a été proposé pour moi a été bon pour commencer à lancer le débat. Je trouve que dans la configuration des matchs qui seront les siennes à ce poste-là, c'est justement les matchs où en fait le PSG peut avoir la possession, mais l'équipe adverse tentant de grandir le terrain, entre guillemets, te permet, avec très peu de passes, d'avoir un joueur qui couvre une profondeur et surtout sur toute la largeur du terrain. Donc, j'ai vraiment trouvé que c'était un, un bon coup tactique, ou en tout cas une belle trouvaille dans cette configuration de match, parce qu'on avait, je pense, tous la sensation qu'il était évident que le PSG devait proposer des nouvelles choses à défaut de se réinventer, parce que avec autant de titulaires absents, c'est compliqué d'avoir de la continuité. Pour rebondir sur ce que tu disais, Blaise, c'était un peu les débats qu'on avait eu sur le podcast après Monaco. D'ailleurs, c'est marrant de voir la continuité sur la composition du Havre, puisqu'on avait débattu est-ce que Doro allait débuter face au Havre, et est-ce que sur la répartition aussi des profils et des positions sur les joueurs offensifs aussi, on avait fait tout un thème là-dessus un jeudi soir. Donc c'est marrant que le match face au Havre soit un peu la continuité de notre débat de jeudi. En fait, Mathieu, j'avais oublié de rallumer mon micro, et c'est exactement ce que j'avais dit, à savoir, on en avait parlé jeudi du fait que le positionnement de l'attaque marchait pas, et bam, d'un coup, il change les trois positions, quoi. Donc, c'est bien. Soit il nous écoute, j'en doute, hein, je vous le dis tout de suite, ça va rester à sa place, soit au moins, on voit qu'il y a une évolution parce qu'il se rend compte que son attaque, elle arrive pas à créer des choses, quoi. Et pour le coup, Barcola dans ce rôle axial, on a vu tout ce qu'il peut apporter sur comment il balaye la largeur du terrain. On a revu Kvara à gauche, qui est quand même plus à l'aise qu'à droite, même s'il est encore une fois allumé tout autour du cadre. Bon, à droite, c'est Lille, je suis pas sûr qu'on le revoie, mais euh, je trouve que offensivement, par rapport à ce qu'on a pu faire dernièrement sur des équipes qui jouent à 5 derrière, c'était un peu mieux quand même. Alors, on n'a pas énormément d'occasions en première période, hein, faut quand même pas le nier. Mais en revanche, sur la deuxième mi-temps, tu vois que tu arrives à créer beaucoup d'occasions. Ça fait combien de temps qu'on n'avait pas eu autant d'occasions dans un match, en fait? Je trouve que ça va un peu avec. Alors, l'adversaire, le Havre, pourtant, est pas un mauvais adversaire du tout. Ils avaient des absents en défense, que ce soit Sanganté, que ce soit Nego côté droit, c'est des absences importantes pour eux et on voit que ça a pesé. Mais effectivement, je trouve que ça a rééquilibré un peu notre attaque, ça a placé des joueurs dans des zones où ils sont un peu plus à l'aise, des zones un peu plus naturelles. On verra la suite, mais je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, Barcola, ouais, dans l'axe comme ça, j'avais bien aimé à Auxerre, mais c'était un profil de match particulier. On menait déjà 1-0, donc voilà. Là, c'était vraiment bien. Je trouve. La façon qu'il a, en fait, quand il joue dans l'axe comme ça, le fait qu'il puisse se déporter à gauche ou à droite, sachant qu'on est une équipe qui se déforme énormément quand elle a le ballon, forcément ça colle en fait. Oui, Mathieu, vas-y. Il a fait des choses très intéressantes, même sans dézonner, puisque Ouais. tous sont joués en appui, notamment sur la première partie du match, mais il y a eu aussi quelques séquences sur la deuxième période. J'ai trouvé qu'il avait été assez intéressant et assez précis dans ce registre-là, sans vouloir comparer avec son concurrent portugais du même poste. Les remises étaient un peu plus propres et un peu mieux senties, on va dire, et dans la connexion dans la relation avec les autres joueurs offensifs. Et effectivement, je pense que la palette et l'éventail qu'il a en termes de variété d'appels, ça fit très bien avec les autres joueurs offensifs, puisque il va avoir un gros jeu sans ballon, ça ouvre des espaces pour ensuite Kvara repiquer dans l'axe, ou bien les milieux de terrain se projeter. Et ça, c'est forcément intéressant. C'est un joueur, un numéro 9 qui a fait des choses intéressantes par lui-même, mais qui, par ses déplacements, a aussi permis aux joueurs autour de lui d'être dans des meilleures conditions et de trouver des espaces. Donc, ça,
Ouais, vraiment intéressant et ça donne envie de le revoir dans d'autres contextes. Bon, possiblement face à une équipe qui va t'attendre beaucoup plus bas et laisser moins d'espace. C'est un joueur qui sera sans doute plus en difficulté. Et à ce moment-là, son profil sera plus utile sur le côté. Et c'est là où il prendra de l'espace et trouvera de l'espace et il pourra prendre de la vitesse et aller en percussion. Mais dans un scénario de match où Le Havre n'hésitait quand même pas à monter son bloc, à laisser un peu de profondeur, ben, il s'est trouvé vraiment très intéressant. Tu l'as vu sur les deux caviars qu'il donne à Ali et en deuxième période à Nîmes. Mendes. Ouais, Ouais, exactement. ouais, c'est ça. C'est deux actions où il part en profondeur, il détecte d'emblée les espaces Mm. et il fait un appel côté gauche avant de servir Ali Kangin et côté droit avant de servir Nuno Mendes. Et donc non, je trouve un match très intéressant de la part de Barcola et probablement que l'autre façon d'agencer ton trio offensif, ça aurait été de mettre Lee dans l'axe et Kvara à droite, donc Barcola à gauche, mais tu vois que ça aurait été beaucoup moins naturel et sans doute que c'était la meilleure chose à faire sur le match de samedi. Bah, d'ailleurs, le but, c'est quand même Lee depuis son côté droit qui trouve Barcola dans l'axe. Donc, Mm. c'est QFD, quoi. Euh, Il n'y avait pas eu cette même action face à Angers l'an dernier, à l'extérieur. Je ne sais plus sur quel terrain ça a été. Un Il y centre de Lee a. et une tête de Barcola. Il n'y a pas eu un but comme ça qu'on met? Oh, alors là, comme ça, attends, je vais pas revoir où Barcola a marqué, ça me reviendra peut-être un peu mieux. Le live, vous êtes très fort en général, n'hésitez pas à vous signaler dans ces Mais je cas-là. crois que c'est Angers, ouais. En tout cas, le but existe, mais je crois que c'est Angers. Parce que Angers, de mémoire, c'est. Avec le maillot rose, non? Ouais, Ouais. ça, c'est le maillot rose dégueulasse. Ça, je m'en souviens très bien. Angers, Barcola en met deux, effectivement. J'ai le souvenir du. Il y a tir du droit et tête, passe décisive, Likanguin, effectivement, celui du 45e, à la 45e plus 2, juste avant la mi-temps. Donc effectivement, tu as raison Mathieu, ce but a dû exister, mais j'avoue que je n'en ai aucun souvenir. Celui du 4-2, ouais. Ouais. Et juste pour ajouter au dernier propos de Mathieu, avec entre guillemets la comparaison avec Likanguin sur les options qui auraient pu être faites, bah, juste Barcola, en fait, on le dit parfois, mais assez rapidement, en fait, il va trop vite. Et effectivement, en Ouais. fait, dans une configuration comme ça, moi, la première, le ballon qu'il donne à Lee, moi, il m'a choqué, hein, parce que l'appel qu'il fait, la distance qu'il parcourt, moi, je trouve que c'est un joueur, il est capable de faire beaucoup avec peu quand il est lancé. Même Mm. s'il y aura toujours cet aspect de finition, mais là, pour le match Bah, de samedi, ça a été très bien. justement, j'ai deux questions à vous poser, mes amis, sur ce match de samedi. Est-ce que pour vous, Barcola dans l'axe, ça peut lui permettre de faire des courses moins longues et d'être plus réaliste face au but? Parce qu'on sait que, par exemple, Ousmane Dembélé, il a expliqué, attendez, quand je pars du côté droit, que je dribble deux mecs, j'arrive face au gardien, l'angle il est réduit, je suis plus très lucide, je tire où je peux, quoi. Est-ce que Barcola, on peut espérer le même genre d'amélioration en se jouant dans l'axe ou pas? Daryl? Je suis pas forcément certain parce que alors c'est pas forcément des courses qu'on a vues, mais donc déjà tu parles de courses moins longues, mais il a quand même eu des courses très longues là, avec l'exemple que le Velez vient de citer Hmm. sur l'action où il donne un caviar à Lee. Et et puis bon bah même dans les situations qu'on le voit rater, où il se retrouve par exemple en face à face face au gardien, c'est des situations plutôt axial. Enfin, alors des fois, il fait un appel courbe depuis son côté gauche ou côté droit, mais plutôt côté gauche dernièrement pour arriver là. Mais je suis pas certain moi que ça changera grand chose parce que il y a le fait oui qu'il fait un effort énorme, Colossal. mais aussi ouais. Mais j'ai pas l'impression en fait qu'il soit non plus totalement en confiance en ce moment. Et que ses choix, en fait, ses choix quand il se retrouve seul face à la cage et qu'il a le temps de réfléchir, en fait, soient forcément les bons. Donc je suis pas certain moi, que ça change beaucoup de choses à ce niveau-là. Ouais. Le live est partagé entre ceux qui disent non, non, le problème c'est plus la technique de frappe éventuellement. Et c'est vrai que ça sera la même, hein. Et ceux qui disent bah il fait quand même des sacrés. Moi je pense par exemple l'action typique c'est contre le Bayern là en novembre où il arrive à griller. Je crois que c'est pas Kimmich côté droit, c'est Stanisic. Enfin bon, bof, peu importe. Il arrive à passer devant et il se retrouve face à Neuer. Je crois qu'il tire à côté cette fois-là. Mais il a fait une course de 40 mètres à très haute intensité juste avant.
C'est dur quand t'es passé devant le défenseur, que t'es face au monstre absolu devant toi, de cadrer ou de faire un truc propre. Je pense que en partant de moins loin, un peu d'ailleurs ce qui s'est passé à Auxerre, c'est lui qui met le but à Auxerre ou de mémoire, non? Ou c'est Doué, j'ai un Ouais, doute. c'est Non, ça. c'est lui. Hein. Ouais, c'est lui. Je me dis que ça peut être un peu mieux. Après, il y aura toujours ce problème qui est corrigeable de la technique de frappe à ce but. Enfin, il y a toujours eu une comparaison T'as de du fait. calme, quoi, surtout, en Voilà, fait. ouais. Mais je trouve qu'il y a toujours une vraie filiation dans le profil entre Barcola et Thierry Henry, par exemple. Que je parle de Thierry Henry tout jeune. Henry, quand il est jeune, face au but, c'est pas un crack. Hein. Les surfaces de pied choisies sont rarement les bonnes. Il a travaillé, il est devenu cet énormissime avant-centre qu'il est devenu. Et je me dis, bah, Barcola, il est pas bête, hein. Il peut travailler aussi, il est encore jeune et tout. Il n'y a pas de raison qu'il puisse pas être un bon joueur axial. La compréhension du jeu, il l'a. La gestion, la façon d'attaquer les espaces, il l'a. La générosité, il l'a. La vitesse, il l'a. L'accélération. Les conduites de balle de Bradley Barcola, elles sont quand même très bonnes dans l'ensemble. Je veux dire, il a des qualités techniques naturelles qui sont réelles. Il a des qualités de footballeur qui sont très développées, qui peuvent encore l'être plus. Est-ce que finalement, ce passage dans l'axe, c'est pas la dernière étape pour lancer définitivement la fusée Barcola vers une très 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 grande carrière? Je m'interroge honnêtement. Voilà. Oui, Blaise. Ouais, non, mais je voulais, et l'exemple avec Thierry Henry, il est intéressant parce que moi, j'étais d'accord avec toi sur le fait qu'il y avait pas de finalité et dans la mauvaise technique de frappe, il faut aussi peut-être mettre en avant, la lucidité et l'énergie restante, au moment de conclure. Donc, l'exemple avec Thierry Henry, il est encore plus parlant parce que, bon, au final, au gré de sa carrière, au gré des interviews qu'il a pu donner, en fait, et des commentaires que les personnes l'ayant connu ont pu faire, on sait que c'est un garçon qui avait dès la base en fait des fondamentaux très tôt, c'est-à-dire passe, contrôle, technique de frappe, mais il faisait beaucoup plus de courses, il jouait à un autre poste et c'est cette lucidité-là qui en le réaccent et même si bien évidemment il a beaucoup travaillé, ça peut laisser augurer pour Barcola en fait avec un autre positionnement et moins d'efforts à faire sans ballon, une meilleure, un meilleur réalisme face au but. Mm. Daryl, Mathieu, je veux bien votre avis sur un peu ce. Il y a une dernière question après, mais sur Barcola dans l'axe, est-ce que vous le voyez comme une possible révélation ou bon, calmons-nous, attendons de voir un deuxième match. Oui, Daryl. Non, je pense qu'il a de l'avenir à ce poste. En tout cas, dans ce profil de match et dans la mesure où là, les adversaires ont plutôt tendance en ce moment à justement venir nous chercher et donc à laisser des espaces dans leur dos. Je pense qu'il y a Barcola est peut-être une des meilleures armes qu'on a à disposition pour sanctionner ce genre de stratégie. Mm. Et donc, je pense que si l'expérience se renouvelle et que il y a de fortes chances que ça remarche, en tout cas que ce soit plutôt positif. Et après, bah voilà, la confiance venant, etc. Oui, ça peut débloquer le joueur et en fait lui ouvrir de nouvelles possibilités et être un petit peu un tournant dans sa carrière. Donc ça, c'est clairement quelque chose que j'exclus pas personnellement. Bon, on espère que ça sera le tien. Mathieu, tu restes plus prudent, tu as envie de t'enflammer. Dis-nous tout, Mathieu. Non, il n'y a pas grand-chose à rajouter à ce que vous avez dit. En tout cas, il a donné envie de le revoir à ce poste. Ouais, c'est ça. C'est déjà bien après une première apparition en numéro 9. Oui, certains, on n'avait pas envie de les revoir au bout de 10 minutes, je te confirme. Mais il est gentil, écoutez, c'est le copain de Joao Neves. Bref, n'en parlons pas. Question qui est un peu liée à ce que tu dis, Mathieu, on a envie de le revoir. Est-ce que dans ce choix de Luis Enrique de mettre Barcola en neuf, vous voyez déjà se dessiner dans le fond une possible absence d'Ousmane Dembélé qui se prolongerait? Parce que moi, c'est le premier truc auquel j'ai pensé, je le dis. Alors, peut-être que c'est un réflexe un peu trop journalistique, hein, je sais pas. Mais quand j'ai vu ça, je fais ouh, ça sent pas très bon pour Ousmane contre Chelsea, ça quand même. Je veux bien votre avis. Là, on sent tout de suite Philo et sa carte de presse, Je l'aurai jamais. numéro 2304. Non, non, mais bon. C'est une personne sur live, on a parlé tout à l'heure, et moi aussi, je m'étais fait la remarque. C'est bizarre quand même qu'il le Non, mais déplace. après, tu es obligé forcément de trouver Ah, des de préparer. solutions. Dembélé, il a raté des matchs cette saison, il risque d'en rater d'autres. Ouais. Il te faut une alternative et les alternatives que tu as. Ton trio derrière, c'est Doué, Barcola, Guevara. On sait que la répartition des postes entre les trois, elle est tout à fait évidente.
Alors que quand Dembélé est là, c'est beaucoup plus clair. L'un prend l'axe, Doué à droite, et puis ensuite il y a la concurrence entre Guevara et Barcola à gauche. Là, quand Dembélé n'est pas là, forcément, il y a un vide qui se crée dans l'axe. Et donc Doué l'a occupé face à Monaco. On avait pu voir un Guevara par le passé. Là, il faut remonter quand même à la saison précédente pour se souvenir de ces quelques minutes dans une position plus axiale. On peut même remonter aussi encore plus tôt à la saison précédente où Lee a Ouais, occupé ce poste de numéro 9, c'était à l'automne 2024. Donc c'est pas aberrant qu'il tente d'autres options, sachant que tu sais pas exactement quand Dembélé va revenir. Et de toute façon, même si Dembélé revient pour Monaco et qu'il est fit et qu'il est titulaire, il fallait quand même mettre une équipe face au Havre ce week-end. Et à partir du moment où tu débutais avec Lee, Barcola et Guevara, probablement que cette répartition d'espace, elle était intéressante à voir et sur le terrain, elle est plutôt convaincue. oui, sur le terrain, c'était convaincant, faut le dire. Mm. Blaise, tu veux compléter sur Non, mais moi, après, dans les questions que je me suis posées après la titularisation de Barcola, c'était pas forcément vers Dembélé, parce que quand tu parlais de longue absence, j'avais peur que tu envisages plus loin qu'une absence au match aller contre Chelsea, et ça, je pense que même s'il était là, je le vois pas titulaire. Mais dans moi, la question, c'est l'utilisation de Ramos dans certains matchs où en fait, il pouvait faire partie d'une rotation automatique. Là, peut-être que vu «l'urgence» entre guillemets en Ligue 1, là, les choix, ils sont vraiment orientés, sur la performance et pas que sur le mérite à l'entraînement ou autre. ouais. Il y a un truc aussi qui me plaît dans cette idée de voir Barcola en pointe comme ça, c'est que si tu veux pouvoir intervertir encore plus en cours de match, ça te donne une cartouche de folie, quoi. Parce que admettons que tu as Guevara, Barcola, Dembélé. C'est un trio que voilà. Bon, je pense parce que Doué fait pas une excellente saison dans l'ensemble, voilà. Tu peux commencer avec Guevara à gauche, Dembélé dans l'axe, Barcola à droite. Tu peux passer ensuite Barcola à gauche dans l'axe, Dembélé à droite. Tu peux passer Barcola à gauche, Guevara à droite, Redembélé dans l'axe. En fait, à partir du moment où Barcola devient une solution axiale qualitative, un minimum qualitative, ça t'ouvre un champ des possibles qui est extraordinaire. Et on a vu que cette année, Dembélé, des fois, il avait un peu de mal dans l'axe, il a besoin de toucher beaucoup le ballon. Tu peux le décaler à droite, tu mettras Barcola devant qui va attaquer la profondeur, qui va être une vraie menace en profondeur que n'est pas vraiment Dembélé, que n'est plus vraiment Dembélé. Et je trouve que le jeu parisien, on voit qu'on a du mal sur des équipes qui sont courtes, dans le sens où c'est un gros bloc. Et on voit qu'on a du mal à attaquer la profondeur. Si tu as cette possibilité, le bloc court, il y a un moment, il va faire l'accordéon avec son gardien, et c'est là où tu as peut-être de la place. Et je trouve que si on arrive à le développer un peu dans l'axe, ça peut quand même être une solution vraiment très intéressante. Et d'ailleurs, ce qui est marquant sur son match, c'est qu'il y a la passe décisive, enfin je la compte décisive pour Lee, où Lee se rate à la fin, il est à gauche. Le but, il le met dans l'axe, et la passe d'Es pour Mendes, il la met à droite. Ça veut dire que on le sait que Barcola est un joueur quand même très complet, alors pas toujours très réaliste, mais vraiment très complet, qui a une qualité d'appel de balle, de déplacement, de course qui est vraiment intéressante. Et autant en Ligue des Champions, il sature un peu côté gauche, où je trouve qu'il s'enferme un peu dans un rôle d'ailier où il peut probablement mieux faire. Autant comme ça, ce genre de joueur assez large, avec beaucoup de liberté, ça peut être vraiment plus intéressant. Et avec un jeu parisien qui est un peu stéréotypé sur attaque placée, il t'offre des choses qui vont apporter quelque chose dans ton jeu, je pense. Donc j'aime bien l'idée et j'ai vraiment très hâte de voir si on continue contre Chelsea avec lui dans l'axe. Bon, pardon, avant Chelsea contre Monaco, je veux dire. Chelsea, on en reparlera après, mais déjà qu'on voit Monaco, où on en est, comment il va jouer, parce que je pense pas que Dembélé sera titulaire contre Monaco, hein. Alors on sait jamais avec Ousmane, mais j'imagine pas trop débuter. Donc j'ai hâte j'ai hâte de revoir ce que ça va donner dans un autre contexte à domicile. On a vu que Monaco est une équipe qui est capable de venir nous presser très haut, de nous prendre à la gorge. Si on a Barcola en pointe pour attaquer la profondeur, c'est peut-être pas tout à fait la même histoire, par exemple.
alors qu'on avait très peu de profondeur contre eux il y a quelques jours. Donc, ouais, j'attends de revoir, mais effectivement, très intéressé par cet essai. Et bon, on verra la suite. Mathieu Daryl Blaise, je vous laisse réfléchir une seconde à ce dont vous voulez parler sur le match. Moi, je vais remercier les subbers. Je vais en profiter quelques minutes parce que ça défile. Merci à Patrice369. Merci à Quentin Moinet qui doit être quelque part sur le circuit ATP. On l'embrasse. Merci à Juden Foufou92 et merci à JV Aurel et à Benoît Bontou, mon éditeur que j'aime, qui avait subé à la fin de du dernier live que j'avais complètement zappé. Pardon Benoît. Mathieu Blaise Daryl, je vous ai laissé 30 secondes pour réfléchir. Est-ce que vous avez un point qui vous revient en tête? Oui, Blaise, on t'écoute. Ouais, là, ça va être un point peut-être très Ligue 1, mais par rapport à l'adversaire et Le Havre, c'est quand même une équipe qui, malgré son classement qui est bah, pas forcément très révélateur, on va dire, de la valeur de l'équipe, parce que vu les peu de moyens, je trouve que c'est une équipe qui propose toujours des choses, qui a l'air d'être plutôt bien coachée Oui, par Didier Pigard. Et donc, en fait, c'est une équipe qui, habituellement, malgré l'adversité, malgré les résultats, arrive quand même à se créer un bon nombre d'occasions dans beaucoup de matchs. Tu l'as dit tout à l'heure avec le taux de réussite au penalty, parce qu'ils s'en sont quand même procurés. Ils ont souvent des occasions, notamment bah, en fin de match, et on l'a vu. Et dans l'ensemble, malgré cette fin de match qui laisse peut-être une illusion, et c'est aussi ça que je voulais dire, parce que ça, pour les Havrais, ça leur a visiblement laissé des regrets. Mais je trouve qu'on a plutôt bien défendu avec cette composition pour la défense. Et j'ai même pas parlé tout à l'heure dans les choix, parce que c'était Hernandez qui était côté gauche, avec seul Hakimi et Pacho, mais en plus de Safonov, qui était dans les titulaires. Et donc, j'ai vraiment trouvé qu'elle avait plutôt bien fonctionné. Les trois défenseurs centraux naturels, si j'inclus Hernandez, ont pu permettre à Hakimi d'être assez libre. Et même lui a été assez discipliné malgré tout défensivement. Et même dans l'utilisation du ballon, bah, ça a plutôt fait circuler le ballon assez rapidement, avec en plus un Zabarni pour relier avec Barcola, qui a montré, et ça c'était quelque chose qu'on avait vu, même s'il avait connu beaucoup de difficultés, c'est que dans l'association, dans le jeu court, c'est pas forcément le meilleur joueur, parce il a parfois une première touche qui le met un petit peu en difficulté au moment de trouver des angles de passe. Mais il a montré que sur ces ballons longs sur son côté droit, bah, il avait une certaine qualité, et ça pouvait s'exprimer justement avec un attaquant et une recherche de la profondeur plus directe de l'équipe. Donc vraiment pour ce match-là, je trouve on a plutôt bien défendu, et même sur coup de pied arrêté avant la fin de match où ça a été un peu plus compliqué, mais ça c'est assez normal quand tu laisses en vie une équipe. ouais, même, enfin, le coup de pied arrêté, il n'y a pas non plus. Enfin, ce qu'expliquait Luis Enrique à la fin de match, je suis d'accord avec lui, c'est l'adversaire joue des ballons dans le paquet, tu sais que c'est un truc. On n'a pas une équipe pour jouer ce genre de football, quoi. Donc forcément qu'on va être en difficulté. Mais t'es pas non D'ailleurs, plus. excuse-moi Philo, je sais Vas-y, pas vas-y. si tu avais noté la stat en première mi-temps, c'est Ligue 1 Plus qui l'a donné. Paris était dans les 5 grands championnats la seule équipe à avoir gagné moins de 200 duels aériens Ouais, ouais, depuis le bah début de oui. la saison. MTLO même loin, hein. C'était 170. Ouais, Ouais, c'est c'était ça. 170. Mais j'étais pas surpris. On a le ballon que 70% du temps en Ligue 1 et on fait tout pour le laisser au sol. Alors forcément. Et en plus, on fait pas du catch sur les corners. Ouais, forcément, ça aide pas, hein. Et on a eu Lucas Chevalier dans les buts pendant les 2 tiers des matchs. Donc ça non plus, ça aide pas. Mais non, ouais, la fin de match, quelque part, dès que tu mènes que 1-0, soit tu arrives à annihiler totalement l'adversaire en prenant la possession du ballon, ce qu'on avait fait en finale de Coupe de France contre Lyon. Je sais pas si vous vous rappelez, où le dernier quart d'heure, on leur a dit non, en fait, vous avez plus touché la balle. C'est une démonstration de possession, et puis en plus, ils étaient fatigués, donc on les avait rincés. Soit tu es à la merci de ce genre d'occasion, tout simplement. C'est même pas des occasions, c'est des ballons qui flottent, ce genre de choses, quoi. Donc, bah, tu fais ce que tu peux, et globalement, je trouve que le PSG, ça n'est pas trop mal sorti, quoi. Mais bon. Et sur l'aspect dynamique du jeu, tout ça, moi je te rejoins
vraiment, faut le répéter, le PSG a pas souvent créé autant d'occasions cette saison que sur ce match, quoi. Donc bon, c'est vrai que c'est frustrant parce que tu dois mettre 5-6 buts et t'en mets un seul. Mais dans une équipe qui vit par le volume d'occasions, c'est plutôt positif dans l'ensemble. Mathieu, Daryl, Blaise, un autre truc que vous avez remarqué d'un point de vue collectif. On peut passer aussi un peu au perf individuel, hein, parce qu'on peut pas non plus faire 2 heures sur ce Le Havre PSG. Oui, Mathieu. Peut-être le point coup d'envoi, Ah oui, complètement raté cette fois. je me souviens même plus ce qu'on a fait d'ailleurs. C'était quoi déjà? Ah ben, on a Bah, tenté une combinaison et ensuite ouverture de Vitinha Ah oui, en touche, mais sauf que ça a en été contré touche. directement. ça a été Voilà. contré, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais j'ai pas Ah ouais. compris la passe parce que même il était tout près, donc ça changeait pas grand-chose. Je. Non, ça n'avait aucun intérêt. Ouais, je sais pas ce qu'on a foutu, mais non, mais ce qui est J'ai bien. pensé que la soirée allait être longue à ce moment-là, mais au final, on a plutôt bien démarré le match. Non, non, mais moi aussi, j'avoue. Je dois admettre que je craignais énormément ce match. Vraiment, le Rennes PSG m'a traumatisé, je crois. Tu sais où tu les vois au bout de première action, ils sont vaguement concentrés, puis la deuxième, ça va pas, t'as genre contrôle dégueulasse. La troisième, ballon en touche. Je crois que c'était Neves qui nous avait fait ça premier à Rennes. Premier ballon, pas contrôle raté, deuxième ballon, passe en touche, tu fais oh là là. Ça, tu sais que ça va mal finir. D'ailleurs, ça a mal fini. Mais là, non, ils ont été sérieux, Je pense que le match à Rennes a pesé sur le fait que Lens se rate. Et ils se sont dit, attendez, on s'est loupé une fois à Rennes, on peut pas se louper une deuxième fois. On est sérieux, vraiment. On fait pas un match de Gugus, on fait un match sérieux, quoi. Et ça s'est vu. Et autre point, je sais pas si vous avez remarqué, je trouve que donc on avait joué 3 jours plus tôt contre Monaco en Ligue des Champions. On a eu un repos très très limité, on va dire. J'ai pas du tout trouvé l'équipe fatiguée. À aucun moment du match, je me suis dit ouais, on est cuit parce qu'on a joué 3 jours plus tôt. Je sais pas, Daryl, ça t'a choqué toi aussi ou pas? Ouais, non, moi ça m'a frappé parce que bah, souvent en plus c'est le genre de soucis que je m'attends à voir dans les matchs comme ça qui sont 3 jours après les rencontres de Ligue des Champions. Puis là, la dernière a été particulièrement compliquée en plus. Donc oui, je m'attendais à ce que ce déplacement au Havre soit un petit peu plus compliqué, mais non, on a commencé très fort et le match allant, bah, en deuxième mi-temps, en fait, c'est là qu'on a vraiment généré le plus gros de nos occasions. Mm. Il n'y a pas eu de différentiel physique notable entre les deux équipes. On a su garder la maîtrise tout au long du match. Et même, par exemple, bah, alors on va parler tout de suite des performances individuelles, mais un joueur, par exemple, comme Vitinha, dont on pointe la fatigue justement ces derniers temps, a paru plutôt bien en jambes. Mm. Ouais, ouais. Non mais attends, juste il y a une question sur live qui est effectivement très juste puisqu'on parle de la gestion un peu des temps de jeu. Est-ce que vous avez compris pourquoi Lynn a joué que 60 minutes? Franchement, je comprends pas. Le pauvre, à chaque fois, 60e, il se fait sortir. Je. Évidemment, s'il joue que 60 minutes à chaque fois, il aura jamais le coffre pour jouer plus, quoi. Et il me paraissait pas du tout fatigué ou autre. Donc, si quelqu'un a une explication sur pourquoi le malheureux Lee Kangin s'est fait sortir à la 60e, je suis preneur parce que En fait, je trouve ça profondément injuste pour lui. C'est terrible, mais je trouve qu'il y a un côté. C'est tout le temps lui qui se fait sortir et qu'il fasse des bons ou des mauvais matchs, en fait. Non, je suis trop Voilà, gentil. il y a eu Gvara en même temps, il me semble. Non, Hmm, c'était drôle. C'est Dro qui sort en même temps, Ah oui, c'est c'était drôle, pardon, ouais, c'est et ça. Gvara juste après, mais c'était pour faire entrer Mendes. Mais Gvara aurait dû sortir depuis la 5e minute. Oh, t'abuses un peu quand même. Oui, il était en jaune, Non, Gvara, quand il y même. avait eu la tête à la 2e minute, donc j'avoue que j'aurais pas sorti aussitôt. Mais oui, peut-être que dans le côté injuste, il y a parfois des titulaires qui, même s'ils ils méritent pas forcément de finir les matchs, mais parfois il y en a qui pourraient sortir juste avant pour le symbole. C'est possible. Mais tu sens que déjà il est un peu caractériel, plus que les autres, dans la façon qu'il a de s'exprimer quand il sort, tout ça. Peut-être pour ça qu'il a pas envie de se battre avec lui. Oui, Mathieu? Non, non. Ah, pardon. euh, Non, mais donc, oui, je ne comprends toujours pas pourquoi le malheureux lit. Mais c'est vrai que sur la live, on me dit il a que son pied gauche, tout ça. Bah oui, mais bon, il y a un moment, oui, il a son pied gauche. Déjà, c'est pas mal, hein, certains n'en ont pas. Et je comprends pas pourquoi lui, il se fait sortir qu'il n'a pas un temps de jeu monstrueux. Si t'es fatigué, enfin, si les autres sont fatigués, les autres doivent sortir, quoi. Je pense à Gvara notamment qui. Bon, après, c'est vrai que Gvara en ce moment sort souvent autour de la 60e, 70e.
J'ai pas trop compris pourquoi le pauvre Lee s'était fait encore sortir avant les autres. On me dit, lui, il avait le visage rouge écarlate à la 60e. C'est l'éclairage, ça. Peut-être, hein, je sais pas, j'ai pas tous les indicateurs, mais bon. Je trouve que c'est un peu dommage de tirer toujours sur les mêmes, alors que dans ces cas-là, ils sont même pas vraiment bons. Autre possibilité, il a pas voulu sortir Kvara pour qu'il marque enfin sur une de ses 7 frappes du soir, qui n'ont donc pas été convertis en but. Mais bon. Et non, pour répondre à un commentaire sur live qui me disait, on a mis du temps à avoir notre premier tir cadré. Non, on l'a eu très vite, puisque la tête de Kvara, c'est la 3e minute. Mais en revanche, le deuxième tir cadré, on a eu du temps. Mais il faut quand même réaliser qu'on joue contre une équipe à domicile qui a préparé le match toute la semaine, qui joue en 5-3-2 ou 5-4-1. C'est pas facile de créer des occasions. Il y a un besoin d'user la défense. À la limite, c'est plus entre la 15e et le but, peut-être qu'on est le plus en difficulté. Mais sinon, ça prend du temps de casser un 5-4-1, 5-3-2 comme ça. C'est des équipes qui sont préparées, qui sont dures à jouer, donc faut juste attendre. Perf individuel de nouveau, Daryl, Blaise, Mathieu. Est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler? On voulait qu'on parle du Zabarni ou pas? Parce que je trouve que c'est un match assez... Oui, Daryl. On commence pas par le Allez, Tsar. on va parler un peu On a de... fait complètement tout dans le désordre là. On est passé dans aucun plan de jeu ce soir. Ah là, on a fait... Bon, après, bon, on va pas... Enfin, on n'a pas une analyse collective ultra poussée à faire non plus sur ce match. Mais vas-y, Daryl, on t'en prie, parle-nous du Tsar. Regard noir contre le COP d'Océane. Exactement. Ah, cette façon dont il a toisé le COP là après cette sortie et ce coup là avec Keshta, c'était fabuleux. Mais Mais même au-delà de ça, son match est un. Pardon? Non, mais dans son regard, il disait, vous savez, moi je viens de Krasnodar, hein, la mairie du Havre, elle me fait pas peur, hein. Ça me rappelle le pays. Ah oui, 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 c'est sûr que là, oui, il était pas effrayé, il avait pas de quoi l'être. Et Par pourtant, le port du Havre. ah, mais je peux dire que la mairie du Havre, les parents de Safonov se croiraient à la maison, hein, parce que c'est un hommage à la deuxième partie du XXe siècle tout à fait particulier. Mais bon, je C'est dis, vrai que c'est un peu l'enclave du RSS. ah punaise, je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête, mais en tout cas, on apprécie le style. Bref, Daryl, je te laisse faire le point, Safonov. Ouais, non, mais en fait, c'est un match, c'est un très bon match hein, de sa part, où en fait, paradoxalement, il n'a pas eu tant de choses que ça à faire, mais le peu qu'il a eu à faire, bah, il l'a bien fait, avec notamment cet arrêt, cette superbe manchette vers le début de la deuxième mi-temps, là, qui est la seule occasion véritablement dangereuse qu'a eu le Havre. Mm. Donc à ce moment-là, il y avait toujours seulement 1-0, et bien, d'ailleurs, c'est fini sur ce score. Donc si on avait pris un but comme ça sur la seule occasion, alors qu'on dominait complètement, ça aurait été une soirée qui aurait pu bien plus mal se terminer. Donc c'est bien justement de sa part qu'il soit capable voilà, d'agir et d'être vraiment influent sur les rencontres, ce qui nous avait un petit peu manqué en première partie de saison. Là, on sent un gardien qui est pas spectateur et qui est vraiment toujours concentré. Au niveau du jeu aérien, c'est comme souvent on le voit sur les corners, il n'hésite pas à être présent, à sortir et à capter les ballons. Et puis là, il y a même eu cette petite nouveauté en fin de match avec ces fabuleuses relances à la main là qui ont été d'ailleurs excellentes. Et c'est quelque chose qu'on avait vu à son arrivée au moment où on nous avait un petit peu dressé son profil, mais qu'on n'avait pas vraiment pu constater chez nous. Et là, bah, il commence à le montrer. Donc, non, on sent qu'il est de plus en plus à l'aise dans les cages, que la connexion avec les coéquipiers est bonne. Il y a, alors, Luis Enrique a vanté ses mérites avant le match. Son jeu au pied n'est pas forcément hyper convaincant, mais il reste quand même plutôt correct. Donc, non, très, très bon match de Safonov. Comme on l'a dit hein, précédemment, là, c'est réglé de toute façon la question du numéro 1, en tout cas pour cette saison. Et on sent bien, quand Luis Enrique est interrogé sur la question, même quand on lui demande si une rotation est envisageable entre les matchs de Ligue des Champions, là, on a déjà quelques éléments de réponse.
Donc on sent bien que voilà, malgré le fait qu'ils disent qu'il a 3 gardiens qui sont prêts, etc. Bon, il y en a quand même un qui semble Qui prêt. joue. Il y en a qu'un qui joue globalement, hein. Voilà. Voilà, bon, ça veut tout dire. Mais un petit mot sur la sortie devant Yacine Keshta, la tête la première. Non mais quand j'ai vu des Havrais dire ouais c'est scandaleux ce qu'il a fait sur Keshta, je m'attendais. C'est lui qui en avance. Pourquoi c'est scandaleux? S'il y a faute, la faute elle est du Havrais ou je suis zinzin? J'étais là genre non? Oui? Ah bah oui, bah oui. On est Non d'accord mais hein? il est en avance. En plus, il y va avec la tête, quoi. Enfin, c'est lui qui se met en danger aussi. Enfin, globalement, il y a pas. S'il était allé comme ça, bon, genou en avant. Bon, c'est pas une situation qui s'y prêtait, mais voilà. S'il avait vraiment mis en danger de façon assez flagrante l'intégrité physique de Keshta, j'aurais pu comprendre les griefs, mais en vérité, c'est clairement faute de Keshta sur l'action. Ouais, ouais, Il est non, en avance. c'est bon, je suis pas fou. Donc. Non mais il y a un moment j'étais là, mais attendez, j'ai mal vu l'action ou j'ai pas eu le temps de revoir cette partie, c'est pour ça. Oui, Blaise, est-ce que tu veux parler du tsar de Krasnodar? Ouais, mais c'est pour dire que je partage et mettre quand même en lumière son incroyable arrêt sur le hors-jeu en première Ah oui, période où, ce qu'il fait, c'est Manuel Neuer, hein. on est d'accord. Il fait très côté Manuel Neuer, main invincible, où tu comprends pas comment il l'a arrêté et pourquoi la main elle a pas bougé. Merci d'en J'ai parler. regardé s'il s'est secoué la main parce que j'ai peur qu'il se les fracture parce qu'on a vu, hein. On a vu sans lui. On veut pas revoir. Mais bon. D'ailleurs, oui, attention à ça, parce que le coup du coup qu'il a reçu là sur l'action avec Keshta, moi j'ai eu très peur à ce moment-là, et je suis pas certain qu'on soit tiré d'affaire. Ah, Faudrait pas une Lucien. mauvaise Non. nouvelle dans le communiqué médical de jeudi euh, où on nous apprend que Safonov reste au son. Non, non, mais Luis Enrique a dit non, non, c'était juste un petit coup de rien du tout. Honnêtement, je me suis demandé Oui, s'il avait pas Fabien Ruiz aussi, c'est un coup, hein. Ouais, c'est vrai. Mais je me suis un peu demandé s'il avait pas fait ça pour gagner un peu de temps, pour tuer un peu le momentum à vrai, tu sais, vu qu'ils étaient en train de pousser. La spéciale de Naruma, combien de fois Gigio il nous a fait ça, le coup du oh là j'ai trop mal et tout. Tu parles, t'as rien du tout le monde le sait. La fameuse contre Arsenal. Voilà. Non mais Odegaard il m'a tiré trop fort dans la main. Enfin bon, c'est bon, on la connaît la fin. Attends. Nuno, grand spécialiste aussi, voilà. On me dit sur le live comme Donnarumma face à Arsenal, évidemment, là. La référence absolue. Et on le remercie encore. Mais non, non, il a fini le match sans problème, hein. Donc il n'y a pas de raison que. On espère en tout cas, parce que j'avoue que Chelsea avec Lucas Chevalier dans les buts, on va éviter d'en parler tout de suite. Non, Fabien Ruiz n'est pas mort. Il a posté des photos de l'anniversaire de sa femme il y a moins de 3 jours. Vous inquiétez pas, il est encore en vie. On a fait le tour sur Safonov, à part si Mathieu veut rajouter quelque chose, mais je pense qu'on est bon. Euh, on va évoquer peut-être les défenseurs. Bah donc on en a déjà un petit peu parlé, mais le match de Safonov, de Zabarny, puisque maintenant Zabarny et Safonov arrivent à cohabiter de façon assez naturelle, on va dire. Qu'est-ce que vous en pensez du match de Zabarny? Est-ce que j'ai vu passer le terme de déclic? Est-ce que vous croyez à ce fameux déclic? Qu'est-ce que vous en dites? Je veux bien vos avis, messieurs. Bah voilà, je vous écoute, quoi. On dit Zabarny titulaire contre Chelsea. Oh, je pense que c'est allé un peu vite en besogne, ça. Mais on verra. Qui veut? Oui, Blaise, pardon, je n'avais pas vu. Non, mais Zabarny, ouais, avant de parler de l'utilisation du ballon, il y a quelque chose qui est très positif parce que on se posait des questions, entre guillemets, assez souvent sur sa capacité à s'adapter en tout cas, au, au libre arbitre ou en tout cas aux gestes acceptés par les arbitres. Et effectivement, lui, il avait souvent l'habitude de mettre beaucoup les mains, d'avoir un impact un peu différent qui passait pas forcément en Ligue 1. Et je trouve que sur ce match-là, il s'est très bien adapté avec un attaquant assez fuyant, qui peut déranger, même si pas forcément très, très puissant. Et même s'il n'a pas forcément gagné les duels aériens, et il a souvent été à distance pour récupérer très facilement les seconds ballons. Donc déjà, sur son duel défensif pur, je l'ai trouvé
j'ai trouvé très bien. Et dans l'utilisation du ballon, c'est vrai que on avait même vu contre Monaco où quand les équipes adverses nous empêchent de, de jouer, de trouver les milieux de terrain, bah, parfois Pacho, en fait, il a un peu une timidité qui le rend facile à bloquer pour les équipes adverses. Et là, je trouve que bah, lui, il a pris ses responsabilités. Il a quand même tenté à chaque fois d'amener le ballon vers l'offensive. Il a, je trouve, plutôt bien trouvé bah, des joueurs un peu loin de simplement de la surface de réparation parisienne pour aérer le jeu. Et je trouve que c'est peut-être son meilleur match, même si pas forcément un match attendu. Et il y a le match quand même contre Barcelone où il avait eu des gestes défensifs, défensifs pardon, notables. Mais je trouve il a vraiment fait un bon match et dans un profil et dans une progression qui doit être la sienne, je trouve que c'est assez intéressant. Très bien. Meilleur match, effectivement, on pourra en discuter. Après, bon, c'est pas un match européen non plus, donc faut raison garder. Mathieu, sur le match de Zabarni, tu ressors avec quel état d'esprit rassuré? Ça vaut pas grand-chose, ce Non, n'est que le Havre. Je veux bien ton avis, tiens. bah, c'est que là, oui, mais après, c'est toujours mieux d'être dans une dynamique positive, déjà de retrouver les terrains et d'avoir un petit peu de temps de jeu, Mm. puisqu'il y a eu un moment où il avait enchaîné quand même 3 4 matchs avec 0 minutes, donc tu te demandais même s'il ne prenait pas la pente d'un Ugarte à l'époque, de complètement sortir de l'équipe et de- et d'être voilà, sur fichier Excel 3 mois plus tard. C'était un peu ce qui nous prend au nez. Donc c'est bien qu'ils se remettent dans une dynamique plus positive et qu'ils enchaînent les matchs. Après, Tiens, effectivement, les 2 matchs qu'ils viennent d'enchaîner, bah, c'est 2 matchs face à des équipes les plus faibles du championnat. Donc évidemment, tu te gargarises pas et tu tires pas des plans sur la comète. Mais c'est déjà un peu en avant. Et effectivement, ce qui est positif, c'est que tu l'as pas vu en grosse difficulté face à des adversaires lancés ou là où il avait pu connaître des situations un peu difficiles sur des matchs précédents. Et tu l'as vu avec le ballon, il va faire des choses qui montraient en Angleterre, c'est-à-dire des ouvertures un peu longues, des renversements de jeu, puisque c'est lui qui est à l'origine du penalty de Doué, enfin, de l'occasion d'Mbaye, ensuite du penalty de Doué, c'est lui qui renverse le jeu vers le français. Donc, globalement, un match positif qui demande à confirmation, évidemment, mais qui me réinsère dans la dynamique de la saison. Ouais. Et à ce stade, c'est déjà positif. ouais. Mathieu a légèrement touché ses écouteurs. À la fin, on n'entendait plus vraiment trop. Mais on a compris l'idée. Moi, il y a un truc que je trouve rassurant, c'est que, bon, pour l'instant, il s'est loupé dans à peu près tous les gros matchs qu'on lui a fait faire, hein, à part Barcelone, où il est pas mauvais. Mais il a été bon à Auxerre, il a été bon contre Metz, là, il est bon au Havre. Je trouve que dans son adaptation, le fait qu'il arrive à avoir des matchs positifs, Marseille, mais Marseille, c'était il y a longtemps. Je parle un peu dans les matchs récents. Euh, Ça ressemble un peu à un joueur qui avance malgré tout dans son adaptation, qui commence peut-être à mieux comprendre comment se joue la Ligue 1, mieux comprendre comment fonctionne son équipe, de quoi a besoin son équipe notamment. Euh, Ne pas se jeter à l'abordage bêtement, se rendre compte que les ailiers en Ligue 1 ça va très 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 vite aussi, qu'il n'y a pas que la première ligue dans la vie. Et on verra la suite, mais je trouve que ça va dans le sens d'un joueur qui s'adapte. Vraiment, quand je dis je crois plus en une progression de Zabarni que tu. Ah bah moi, je suis totalement d'accord. J'ai jamais mis autant je crois plus du tout en Chevalier pour diverses raisons parce que voilà, quand c'est trop mal parti pour que ça se finisse bien, autant je pense que Zabarni a des atouts et a joué à un niveau qui peut lui permettre un jour d'avoir un rôle au PSG. Alors est-ce qu'il sera le successeur de Marquinhos que le PSG attendait qu'il soit? Je ne sais pas. Je suis toujours un peu perplexe dans la complémentarité avec Pacho notamment. Et je pense que Pacho, pour le coup, lui, il est pas prêt de bouger. Mais voilà, progression pas à pas, tranquille, sûr. Et puis on verra avec une. Je pense que lui, il aura forcément une deuxième année au PSG. Quoi. Certains n'ont même pas eu la deuxième année. Tout à l'heure, Mathieu, tu parlais du cas Ugarte. Effectivement, Zabarni a passé, je crois, un moment 4 matchs d'affilée sur le banc de touche, la fin janvier, mi-janvier, fin janvier, par là.
malgré tout, Zabarni, si vous regardez les temps de jeu, c'est le 7e temps de jeu du PSG cette saison. Donc ça veut dire que c'est un joueur sur lequel Luis Enrique compte. Luis Enrique qui a d'ailleurs été très très positif envers lui après la rencontre, hein, quand il a dit que c'était le meilleur Parisien sur le terrain, tout ça, tout ça. Bon, j'en fais pas encore un titulaire évident à l'avenir, mais en tout cas, je trouve que ça va dans le bon sens. Et en termes de temps de jeu en Ligue 1, c'est même le 3e joueur parisien le plus utilisé en Ligue 1. Bon, évidemment, Warren est devant et Vitinha en 2, mais Zabarni est le 3e joueur le plus utilisé devant Chevalier, Pacho, Barcola, Lucas Hernandez qui est là. Tiens, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Enfin bref, ça veut dire qu'il a quand même un vrai temps de jeu. Il en est où de sa prolongation, Upamecano? Bah, il l'a signé, on a fait les photos avec le maillot, le Bayern a fusillé les agents à peine le contrat a été signé. Tout va bien au FC Hollywood, c'est normal. Il y a Uli Hoeneß, qui est donc un peu le dirigeant historique et qui a toujours un vrai poids dans le club, a dit il y a des agents, je veux plus jamais travailler avec eux, et eux, ils en font partie. Comme ça, bonne ambiance. On sait que voilà. Ils ont, après avoir discuté, donc dû négocier avec eux, il a quand même dit on va mettre une liste noire des agents au Bayern pour vous donner une idée de à quel point les discussions se sont bien passées. Sur Zabarni, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant, puisque je parle du Pamecano au passage? Blaise, Daryl, Mathieu, non, on a fait le tour. Oui, c'est Moussa Sissoko, l'agent entre autres, mais je sais pas s'il y avait que lui qui avait géré sur le dossier Upamecano, mais en tout cas, le bon Uli Hoeneß n'était pas du tout content de comment ça s'était passé. Au niveau des milieux de terrain, Blaise, Daryl, Mathieu, ou des défenseurs d'ailleurs, est-ce que vous voulez railler un autre qui vous a marqué? Non. Bon, très bien. Oui, Blaise, pardon. Non, non, pas juste rapidement sur les défenseurs, en tous les cas sur Hakimi. Je trouve que, bah, on va faire fi de ce qui peut lui arriver personnellement, mais lui aussi, après un retour assez timide, marqué en plus par une expulsion contre Strasbourg dans un match qui avait été compliqué pour lui, je trouve que lui aussi, dans ce que vous disiez tout à l'heure avec Daryl, à savoir, le rebond physique, malgré le match compliqué de la semaine, bah, je trouve que lui aussi, il a matérialisé la bonne condition générale de l'équipe. Et Hakimi, pour parler de lui plus personnellement, c'est un joueur en plus quand il est bien physiquement. Moi, je trouve que techniquement, il est devenu vraiment un joueur très propre quand on pense à quelques matchs sur ses premières années. Donc, non, un match lui aussi sérieux dans le ton de l'équipe et je trouve que c'est à noter pour un joueur qui est revenu d'une blessure et qui n'avait pas joué pendant un long moment chez nous. Ouais, Hakimi s'est enchaîné 5 matchs de 90 minutes en 10 jours à peine. Donc physiquement, ça doit aller un peu mieux quand même. Parce que il a joué Rennes en intégralité, Metz en intégralité, Le Havre en intégralité, et entre-temps, il y a les 2 barrages contre Monaco en intégralité aussi. Bon, je pense que ce jeune a des ressources athlétiques assez importantes, on va dire. Mais c'est rare quand même de jouer autant en général, les clubs font un peu attention, tout ça. Lui, il n'y a pas de souci, il va enchaîner, enchaîner, enchaîner. D'ailleurs, il a été titulaire sur les 3 derniers matchs de Ligue 1, puisque Marquinhos n'a joué aucun des 3. Surpris de ne pas avoir vu Beraldo au Havre. Surpris, oui et non. Dans le sens où Issa Soumaré, qui est l'avant-centre et capitaine du Havre, est quand même un grand, grand, grand gabarit. Et il l'avait quand même beaucoup fait souffrir au match aller, si je me souviens bien. Donc c'est pour ça que j'étais à moitié surpris quand même que Beraldo ne joue pas. Mais bon, on verra. Est-ce qu'il jouerait pas contre Monaco pour faire souffler Pacho? À voir, parce que Monaco est pas une équipe qui joue beaucoup dans les airs, tout ça. Voilà. Au milieu de terrain, est-ce que vous voulez évoquer Vitinha? Vous voulez évoquer Warren? Vous voulez, peut-être on va parler du petit draw, non? Qu'on a revu. Oui, Mathieu, non? Ou tu voulais parler de Bah Vitinha? oui, forcément, un petit mot de draw quand même, Oui. qui a fait. C'est un peu dans la même lignée de ses apparitions précédentes, c'est-à-dire que tu vois rapidement le potentiel pour être un très beau joueur, mais avec des étapes encore à franchir pour être un très bon joueur en fait. Et c'est un peu la distinction que je ferai. Donc, pas mal de progrès à faire encore dans l'insertion, dans la dynamique de l'équipe, évidemment sur le plan physique également. Mais en dehors de ça, les qualités qui montrent, je pense qu'elles sont assez indéniables. Un très bon jeu de corps, notamment de feinte, qui peut être très utile à ce poste de relayeur avancé, de joueur un peu entre l'attaque et le milieu.
Tu l'as vu finir une action quand même, celle où le hors-jeu est sifflé pour Hakimi de pas beaucoup. Donc, il a aussi la capacité d'accompagner les actions et de pouvoir finir dans la surface adverse. Et en dehors de ça, sur le plan technique, tu sens le joueur à l'aise. Après, je pense que il a pâti aussi de certains mots dont souffre aussi Mayulu, c'est-à-dire qu'il se déconnecte un peu et il perd un peu en influence à certains moments du match. Je pense notamment le cœur de la première mi-temps, il a un peu disparu et globalement tu compares les ballons touchés entre les deux autres milieux, Emery Vitinha et lui, il y a une grosse différence sur la première mi-temps. Même si c'est pas forcément le même rôle, mais tu vois que il a encore un peu de chemin à faire en termes de volume, d'un point de vue général. Mais sinon, sur le plan technique, il y a toutes les bases qui sont là. Et moi, c'est des débuts qui sont, je trouve, très intéressants. Euh, moi, j'ai bien aimé aussi le fait qu'il débarque vraiment comme titulaire. Donc, forcément, il est un peu jeté à l'eau et on regarde Si c'est nager. débrouillé pour nager, voilà, c'est ça. Et globalement, il s'en sort plutôt pas trop mal. C'est pas de début, tu le sens complètement largué ou tu dis que tu as fait une erreur en l'achetant, quoi. Tu ne trouves pas qu'il est un peu perdu d'un point de vue positionnement tactique un peu quand même? Perdu, je sais pas, parce que dans le même temps, j'ai trouvé des choses assez intéressantes en termes de déplacement et d'appel sans ballon. Après, moi, c'est plus dans l'insertion dans le jeu. Parfois, il se Ouais. déconnecte un peu, tu le retrouves pas pendant quelques minutes et tu as du mal un peu à le toucher. Mais après, bon, il est là pour le coup depuis vraiment 4 semaines, lui. Hein, donc, Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Oui, Daryl, vas-y, je t'en prie, complète. Oui, non, mais c'est ça, il est là depuis pas longtemps, et puis dans cette équipe quand même où on a un jeu très particulier, fait de beaucoup de dézonage, etc., et en fait de connexion permanente avec ce que font les coéquipiers autour, dans un poste aussi central que le sien, c'est assez normal quand même, en plus à son jeune âge, d'être d'avoir des petits moments de disparition comme ça. Mm. Je trouve qu'il n'est pas aidé non plus quand tu joues à côté de Gvara. C'est un ailier un peu particulier, Gvara, dans le sens où il est beaucoup dans le 1 contre 1. Il va te donner le ballon, mais pas forcément. Il va t'utiliser beaucoup à son profit. Et c'est normal parce que c'est un joueur de 1 contre 1. Bon, voilà. On me dit tactiquement, il galère moins que Doué à ses débuts. Ah, je suis pas certain. Il y a des moments, je trouve on voit qu'il est un peu dans. Il sait pas trop où aller en fait par rapport à ce dont ses coéquipiers ont besoin. Il n'a pas encore, je trouve, un peu compris le fonctionnement totalement de l'équipe en termes de comment, quand le ballon circule, où lui est censé aller par rapport à celui qui a le ballon et tout ça. Euh, À voir. Oui, Blaise, tu veux ajouter quelque Ouais, chose? non, mais ce que tu dis, c'est flagrant et je voulais même ajouter que dans le commentaire du match, Guillaume Waro l'avait relevé, avait dit que Luis Enrique lui donnait beaucoup de consignes sur les déplacements et notamment le rôle du relayeur côté gauche avec Vara, ou en tout cas du rôle de relayeur côté gauche. Ah, mais c'est dur, hein. Honnêtement, jouer dans le PSG, tu as le niveau technique qui est compliqué, mais le niveau tactique est très élevé. C'est pour ça, hein, quand Joao Neves est arrivé, quand en un match, on avait dit ah ouais, ok, il est déjà prêt. C'est une comète, mais tout le monde n'est pas Joao Neves, quoi. C'est un sur je sais pas combien. Mais Dro qui arrive, qui a 18 ans à peine, parce que Neves, il a quand même du bagage. Il avait une saison et demie à Benfica, il était international portugais. Dro, il a 18 ans. On parle toujours de l'âge de Mbaye. Dro, il a 10 jours d'écart avec Mbaye, quoi. Ils sont tous les deux de janvier 2008. Oui, c'est ça, 2008, oui. Bon, ils ont à peine connu ce show PSG, le match du maintien, quoi. Donc c'est fou. Et je trouve que pour son âge, franchement, il fait des débuts d'un point de vue technique. Quand il joue avec la ligne de touche, il a une finesse, comme dit Mathieu, tu en parlais, les feintes de corps et tout. Quand il va répondre mieux physiquement, et je pense dans les contacts aussi peut-être au niveau de l'endurance. Il y a des moments, j'ai l'impression qu'en début de match, par exemple, il a trop couru. Et j'ai l'impression qu'ensuite il était complètement cramé. Il lui a fallu un certain temps pour trouver un second souffle et après il a repris un peu son match. Quand il part en conduite de balle aussi et qu'il finit un Ouais, peu mal l'action et il perd le ballon. Ça lui arrive plusieurs fois sur ses récentes apparitions. Il semble peut-être qu'il manque un peu de coffre à ce niveau-là. ouais, c'est ça. Et il faut quand même réaliser que c'est un joueur qui a à peine joué en Liga, déjà, qui est quand même un championnat moins rapide que la Ligue 1. Et sinon, il jouait dans des matchs de jeunes. Donc
Voilà. Mais c'est vrai que les débuts sont quand même très très prometteurs. C'est déjà un beau joueur, il fait des gestes, il a une sensibilité au ballon. Je suis pas surpris que Mathieu, pastoriste que tu es, apprécie Dro parce que il fait honneur à ce numéro 27. Vraiment, il a des choses, des gestes, un rapport au ballon qui est vraiment pastoriste sur certains points. Donc je ne suis pas surpris que tu apprécies ce jeune. On me dit, ça m'a fait penser à Verratti cette action sur la ligne de touche. Ah, Verratti contre la Juve. Qui peut oublier? J'attends juste les vidéos YouTube Il Fantasista pour adoubler Dro définitivement. Superbe. Cette référence d'il y a 15 ans, Mathieu, on se régale. Je viens de te rajeunir d'un coup là. Là, on a perdu les jeunes auditeurs du podcast. Il y en a. Hein, je sais pas. Écoute, attends, il y avait, je sais plus, c'était avant Munich. Je crois que c'est un twitto inconnu qui a dit ouais, oh là là, le podcast de Culture PG, j'ai commencé à l'écouter, j'étais au collège. Là, je viens d'avoir mon diplôme à la fac, je me sens un peu vieux d'un coup. Bah écoutez, j'espère que vous êtes toujours avec nous en tout cas. On nous dit le VAR à la volée. C'est vrai que le VAR était un peu douteux sur cette action. Bon, on va leur faire confiance, hein. Ils posent les lignes et puis globalement, moi j'étais très surpris que le but soit refusé honnêtement parce que je voyais Hakimi vraiment couvert, que ce soit en haut ou en bas, mais bon, visiblement c'était pas le cas. Sur Warren, Vitinha, bon Vitinha on en a un petit peu parlé tout à l'heure en étant avec Daryl en disant qu'on était surpris de pas le voir du tout fatigué. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ou l'entrée de Doué en milieu relayeur? Tiens, ça vous a surpris de voir Doué rentrer en relayeur ou pas du tout? Parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est pas si courant qu'il joue dans ce. Où on lie cette entrée uniquement au fait qu'on n'a pas de milieu de terrain, comme l'a dit Luis Enrique. Ouais. Moi, c'est ce que j'allais dire. Hein. Je n'irai pas beaucoup plus loin que ça. À mon avis, là, la difficulté consiste surtout à composer un milieu de terrain plutôt que, plutôt que dans des considérations tactiques. En tout cas, quand on parle du milieu. Donc, moi, l'entrée de Doué, je l'interprète surtout par rapport à ça. Très bien. L'autre solution, ça aurait été de mettre Nuno Mendes au milieu de terrain et Doué Ouais, sur l'un des côtés. moi je pensais que ça Bon, serait après, ça. on l'a pas trop vu, hein, Nuno Mendes au milieu de terrain jusqu'à présent. Alors évidemment, quand il joue à son poste naturel de latéral gauche, ben, tu le retrouves parfois dans cette position de relayeur parce que voilà, les permutations font que. Mais de base, il a jamais, je pense, occupé un poste de départ dans le trio du milieu. Ouais, c'est à voir. Mais c'est vrai que c'est marrant, c'est que c'est avant le match ou non, c'est après le match que Luis Enrique est interrogé sur Nuno et il dit bah il peut jouer intérieur, il peut jouer milieu. Et je suis là, bah, pourquoi tu l'as pas fait jouer milieu alors tu l'as mis ailier. Enfin bon, ça fait partie de la logique de Luis Enrique. Mais c'est vrai que Nuno sur une aile, il est tellement fort aussi quand il accélère et tout. Mais, bref, Nuno il est trop fort partout quand il est dans un bon jour. On passe aux attaquants. On a évoqué déjà longuement le cas Barcola. Est-ce que vous voulez dire un mot sur Gvara, un mot sur Lee Kangin? Est-ce que le Kang va avoir du temps de jeu prochainement ou un match où il en fait pas assez une nouvelle fois? Je veux bien un avis là-dessus. Tiens, est-ce que pour vous le Kang, ça lui va trop bien ce soir, fait un match suffisant pour espérer plus ou non, toujours pas? Ouais, Daryl? Je ne saurais pas forcément dire si c'est suffisant pour espérer plus. Enfin, en tout cas, je pense pas qu'il aura plus. Mais son match en lui-même est plutôt bon. Pour le coup, il a été décisif avec toujours cette qualité de centre. Même dès le premier corner qu'il a tiré, il aurait pu avoir une passe décisive avec la tête de Gvara Ouais, sauvée sur la ligne. Après, malheureusement, il n'a pas été irréprochable. Et c'est vrai qu'il y a cette petite tâche avec ah oui, l'occasion l'occasion, ouais. magnifiquement créée par Barcola où on attend d'un joueur de son acabit qu'il fasse quand même mieux parce qu'il est en plus en situation quand même relativement idéale. Il arrive, hein, il a le temps de se remettre bien sur son pied gauche. Il a le but ouvert et malheureusement, il se loupe. Donc ça, forcément, ça ternit un petit peu sa rencontre. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il a été plutôt intéressant sur ce match. Et puis il y a toujours cette fiabilité technique chez lui qui n'est jamais démentie. Coup de pied arrêté quand même. On peut dire ce qu'on veut, mais sa capacité à tirer brillamment des coups de pied arrêtés, c'est un point qui sera toujours en sa faveur, quoi.
Surtout que Chelsea est une Ouais. équipe qui prend beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Pour ceux qui ne le savent pas. On va en parler après, mais bon, je pense pas qu'il jouera à Chelsea. Mais en cours de match, ça peut être un vrai atout pour le coup. Parce qu'il a une patte gauche, franchement, sur corner, il est fort. Il y a eu un moment quand il est arrivé au PSG, au tout début, on l'avait vu bon. Après, ça stagnait un peu. Mais je trouve que cette année, sur corner, il est vraiment précis. Il trouve des zones, il a il arrive à mettre de la force au premier poteau sans que ça soit trop dégagé. Bah, le but de Neves à Lyon, c'est lui de mémoire. Là, pareil, Gvara, le but contre Nice, la déviation premier poteau de Gvara encore. Non, franchement, sur corner, il a une vraie patte, je trouve. Une vraie belle patte gauche. Après, dans le jeu, vraiment, il joue contre un latéral gauche du Havre. Je crois qu'il l'a pas passé une fois en dribble. Je suis là, genre, quand même, pour un ailier droit du PSG, c'est un peu juste, hein. Il y a un moment où tu dois faire un peu plus, Charlie Canguin. Voilà. Blaise, Daryl, Mathieu, je sens que Blaise a des choses à dire sur Gvara. J'ai l'impression que le match de notre ami géorgien ne t'a pas plu, Blaise. C'est bien ça. Je te confirme. Je te le confirme parce que ce que tu as posé comme question pour Lee Kang-in, je dois avouer que si j'avais été inattentif, j'aurais pensé que tu parlais de Gvara, à savoir est-ce qu'il en a assez fait. Et je trouve que je vais pas dire plus que d'autres matchs de Ligue 1 parce qu'on s'est souvent moqué de son investissement en Ligue 1, mais sur ce match-là, en fait, bah, il y a déjà, son entame, il faut dire, elle est dynamique, elle est dans le ton de l'équipe. Il a cette première occasion dans un registre un peu inhabituel et puis après je sais plus exactement ce qui se passe, mais il a une petite frustration et en fait, consécutivement, il perd 3 ballons sur des, remises, dans la construction parisienne avec des ballons trop mous, pas assez précis vers ses coéquipiers et en fait, bah, c'est ce qui pêche dans sa saison, on va dire en Ligue 1 parce que il marque peu, mais je trouve que même dans les différences, dans la capacité à déséquilibrer une équipe adverse, c'est pas pour moi en corrélation avec ce qu'on a en droit d'attendre d'un joueur avec ce talent-là et qui le montre en plus face à des plus gros adversaires en Ligue des Champions. Après, Vara, je pourrais jamais lui enlever. Même dans ces mauvais matchs, il y a 2 retours défensifs en première Ah ouais. période où en fait, il y a que lui dans l'effectif qui est capable de les faire. Oh, Barco, En Barco. tout cas, dans les offensifs, heu, ouais, je trouve que Kvara, il a ce truc. Mm. Il lit mieux. Barcola, il rattrape beaucoup parce il a souvent une petite absence il a un petit retard généralement quand l'équipe adverse démarre, alors que Kvara, il sent sur la C'est vrai. première où il la ressort en talonnade. En fait, le défenseur havrais, il engage sa course. Bah, c'était Pembele, je crois, en plus. Et dans l'instantané, en fait, il a limite le même réflexe. Il est comme un joueur offensif qui a vu un espace. Donc, je trouve il a vraiment ça de très naturel et c'est ce qui rend jamais ces matchs bah, dispensables dans le collectif parisien. Mais ouais, je trouve sur ce match-là, offensivement, et on avait en plus une petite discussion la semaine dernière quand on demandait qui était le meilleur, qui était le moins bon. Même si il y a ce contenu de match où Lee Kang-in, il n'a pas forcément été très régulier, bah, je trouve qu'une semaine de plus, parce que c'était mon avis là, bah, c'était contre Monaco en plus, bah, pour moi, il a encore été le moins bon parisien en attaque. D'accord. Daryl ou Mathieu, vous êtes aussi dur que. Enfin, dur ou vous partagez juste l'avis de Blaise. Je sais que c'est marrant, c'est que le match de Gvara, je trouve, a été très clivant parmi les supporters parisiens. J'ai vu des gens le défendre, j'ai vu d'autres le descendre. Moi, j'avoue qu'il y a un truc qui me saoule dans son match, c'est vraiment face au but, quoi. Ah, mon grand, putain. 7 frappes, il y en a une de cadrée, mais on est où là-haut? Sérieusement, je revois le mythique Ibrahima Bakayoko par moment, c'est pas possible. Non mais celle où il est tout seul là, il arrive à tirer au-dessus, mais c'est pas. Attends, c'est Moridio en face, t'es pas face à Gianluigi Buffon de Après 2003 quoi. le, tu, Ah tu il parles de m'en celle fout. après le 1-2 avec Ouais, Warren, là, c'est avec ça? Warren. Alors il fait un Ah beau, ouais, ouais, non, il fait un. celle-là, elle Non est tiens, scandaleuse. il y a une très belle feinte au départ. Il efface Gauthier Lloris, qui est donc le frère de Hugo pour Mathieu. Euh, et il est en bonne position. Et là, il tire au-dessus. Je suis, vas-y, mais encore, il attrape la barre, le poteau. La frappe où il tire sur le poteau, elle est pas si facile. Voilà, le coup franc, j'en parle même pas. Mais celle-là, là, vas-y, tu,
enfin, t'es dans les 10 du Ballon d'Or enfin, comment c'est possible, quoi? Non, vraiment, face au but, il me rend fou. C'est un joueur qui est pétri de talent. Il a largement les 20 buts, 20 passes dans les jambes sur une saison, et puis bah, il va t'en mettre 12 parce que en Ligue 1, comme ça, là, mercredi soir, il met un but où il est bien à l'affût, où il sent le coup et tout, et 3 jours plus tard, t'as l'impression que tu peux lui mettre 10 ballons, il va te mettre les 10 à côté ou les 10 au-dessus, quoi. Enfin, à côté, au-dessus, c'est pareil d'ailleurs. Enfin, pareil à Monaco, barrage aller, il avait raté des trucs pas possibles. Ah, vraiment, je comprends pas l'écart entre ce qu'il est capable de faire et ce qu'il est capable de rater. Pour moi, c'est le joueur le plus devant les buts. On a beaucoup parlé de Barcola, mais Gvara, oh là là, faut s'accrocher des fois. Oui, Daryl Mathieu, est-ce que je suis trop dur avec lui quand je me plains de son manque de réalisme devant le but? Je veux savoir. Oui, Mathieu. Non, mais face au but, tu as raison. En plus, pour le coup, c'est un joueur qui a du volume dans le nombre de tirs qu'il prend. Ah oui, Donc, ça. bon, quand tu rates une ou deux frappes dans le match, ça va, tu passes au suivant. Quand on rate 7, forcément, ça se voit un peu plus. Donc, Mais ouais. je comprends que ça influe sur comment dire, la perception de sa performance. Moi, elle m'a pas plus choqué que ça, sinon je trouvais qu'il avait fait des différences sur le côté. Le fait de repasser à gauche, notamment, il passait plusieurs fois en 1 contre 1, il a créé un peu de déséquilibre de cette façon, notamment en début de match. Après, tu peux évidemment en mettre plus, hein, je ne dis pas le contraire. Mais c'est surtout, je pense, face au but que ça fait passer le match du côté négatif. Hmm. Ouais. Tiens, on me demandait est-ce qu'il snobait comme ça le Calcio. Bon, non, avec le Napoli, tu peux pas trop te permettre parce qu'avec des champions, bon. Non, mais après, voilà, c'est un joueur qui a jamais marqué non plus. Ouais. Voilà, il marque sa dizaine, quinzaine de buts dans la saison, c'est déjà bien. Et, il a du mal à vraiment enchaîner les stats. Et même depuis qu'il est au PSG, des 4 joueurs offensifs, c'est celui qui stat le moins. Hmm. Ouais, non, c'est ce que j'étais en train de regarder. Quand bah, la saison post-titre du Napoli, je suis parti voir, il fait 34 matchs, 11 buts et 8 passes D en championnat. Et la saison du titre, je crois qu'il met pas beaucoup plus de buts au final. Il me semble qu'il en met 12. Ouais, c'est ça. Mais par contre, il met 12 buts, 13 passes D, quoi. Donc ça commence à envoyer un peu du steak, hein. Là, chez nous, il en est quand même à 20 matchs, 4 buts, 3 passes D. Bon, voilà. Sachant que la saison du titre du Napoli, donc ils avaient énormément d'avance, il a pas mis un but sur les 10 dernières journées, le mec, hein. Ouais, c'est Ouais. vrai. Ouais, non, mais c'était complètement. Mais il n'y a pas un moment où il a pas marqué en championnat pendant, je crois, 8 mois ou un truc du genre. Enfin, une stat Alors, hallucinante. je sais pas si c'était 8 mois, mais c'est bien 6 mois, parce que Ah ouais, ça c'est devait ça. tourner de mars à novembre, je pense. Donc, Ouais, c'était ça. C'était de mars à. Enfin, un truc hallucinant, mais bon. Bon, le match de la Mikvara, pas génial, génial. On l'attend au tournant. Contre Monaco vendredi soir, vous pouvez être à peu près sûr qu'il va être bon. C'est une équipe, en général, il marque contre eux. On et tu verra. comptes face à Chelsea, surtout, parce que Voilà, ouais. c'est. Juste pour finir sur ce match, Gonzalo Ramos qui joue pas une minute, ça vous choque ou pas? Ou on est plus choqué par les choix de Luis Enrique parce on sait qu'il faut s'attendre à tout. Oui, non. Franchement, j'aimerais pas être Gonzalo Ramos, honnêtement. Tu fais un bon match contre Metz, tu mets un but, tu joues 0 minutes au Havre, 1 minute 30 contre Monaco. Bon, c'est. Après, il y a des joueurs qui passent avant lui dans la hiérarchie, hein, Ouais, non, c'est sûr. et pas de façon imméritée. Je pense que là, il ne peut plus faire grand-chose pour changer les choses à ce stade de la saison et à ce stade de sa carrière au PSG. Ramos. Surtout que si tu fais le bilan au global, la saison, elle est pas bonne. Donc, Ramos, alors, il a marqué des buts très importants Mm. qui font qu'on a aujourd'hui les points d'avance qu'on a en tête du classement. Mais dans le jeu, non, c'est un joueur qui est trop éloigné et qui est de plus en plus éloigné, je dirais, puisque ça a tendance à se dégrader Mm. de ce que voudrait Luis Enrique. Donc, à partir de là, compliqué. On me dit sur live, Mbaye passe devant Ramos. Oui, parce qu'Mbaye joue sur un côté, je pense. Ramos, il joue uniquement dans l'axe, dans le jeu très dynamique du PSG, à l'extérieur qui plus est. Je pense que c'est pour ça que Mbaye, voilà, et puis Mbaye peut jouer à 2 postes aussi. Donc, enfin, je veux dire à gauche ou à droite. Voilà pourquoi. Mais c'est vrai que Luis Enrique, t'as l'impression qu'il cherche en permanence une solution au poste de 9, et la solution, c'est jamais Gonzalo Ramos, quoi. Donc, ou rarement en tout cas Gonzalo Ramos. Voilà.
On a fait le tour sur ce Le Havre PSG ou vous avez quelque chose à rajouter, Blaise, Daryl, Mathieu? On en est quand même à 1 h 30 sur ce fantastique match de la 24e journée de Ligue 1. Oui, Blaise. Non, mais juste rapidement, parce que tu l'as évoqué, Bail, à l'occasion, Ah non, c'est compliqué. scandaleux. Scandaleux. Ouais, compliqué. Gvaresque. Franchement, non, mais, il peut la mettre. Il a un océan pour la mettre pied gauche. Et vas-y, il rate à moitié le compte. Enfin, il rate complètement le Mais contrôle. parce il manque encore de se casser la figure sur sa prise de balle, Mbaye. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Oui, C'est oui, oui, voilà, tout part de là. c'est assez incroyable. Et oui, parce qu'après, son contrôle, il est raté parce que il arrive, je sais pas, en avance ou en retard sur le ballon. Et du coup, après, sa prise de balle est pas bonne. Et ensuite, manque de qualité technique de la finition. Et ça, c'est quelque chose de vraiment récurrent, j'ai l'impression, sur tout ce qu'il fait, Mbaye. Mais Bah, surtout, ça s'était amélioré, mais il y a une rechute là. ouais. Ce qui explique d'ailleurs son temps de jeu qui s'est grandement réduit. On est revenu en Techniquement, je le trouve septembre. trop loin des standards du PSG. Hein. C'est encore plus pour un joueur offensif. Ouais, à voir, mais je suis, ouais, comme tu dis, Mathieu. S'il reprend pas la progression comme en novembre, décembre, je sais pas s'il y aura une troisième saison l'an prochain, honnêtement. Je commence à douter. Parce qu'il y a un moment, il faut que tu produises au PSG, quoi. Surtout si en plus il y a des problèmes de contrat, tout ça, où le PSG a activé une option pour le prolonger, il restera 2 ans. Bon, on verra, mais c'est vrai qu'il y a un Après, moment. il peut rater l'occasion. De toute façon, Oui, ça peut arriver. tous les autres joueurs offensifs qu'on a, il n'y a aucun où tu dirais à 100% il a mis. Donc, c'est compliqué. Mais pour moi, c'est surtout sur le plan technique. Les conduites de balles, les contrôles. Je trouve que c'est vraiment compliqué chez Mbaye. Hmm. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une vraie question, la suite, les contrôles, la continuité. Moi, c'est terrible, parce que j'ai l'impression qu'on est reparti en septembre, quoi. On est revenu 6 mois en arrière. Tous les moments pénibles, on va les revivre et tout. Alors, bon. Est-ce qu'il va nous faire comme un Barcelone PSG, d'un coup, un grand pas en avant, on espère. Et ça nous permet de passer à la suite. Non, je voudrais remercier Xargat, dont je ne lirai pas le message qui va avec le sub, mais je le remercie quand même. Chelsea, PSG, ou enfin plutôt PSG-Chelsea, affiche des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, le match aller sera le mercredi 11, le retour le mardi 17. Le PSG ne jouera pas le week-end entre les deux matchs, puisque c'est le drame du football français actuel. D'un coup, là, c'est devenu le truc le plus important de l'histoire. Tandis que nos amis, les Blues, qui sont pas du tout nos amis d'ailleurs, joueront eux pendant ce temps-là contre Newcastle, qui jouera sur des jours différents contre Barcelone. Donc c'est un point assez important, dirons-nous. Qu'est-ce que je veux dire? Votre réaction rapide sur ce tirage au sort? Content, pas content? On fera avec, de toute façon, on n'a pas le choix. Je veux bien votre avis. Allez, on va commencer par ordre alphabétique. Blaise, je veux bien ton avis sur ce PSG Chelsea qui s'annonce alors. Moi, je veux pas dire content, parce que c'est une équipe sérieuse, c'est une équipe qui nous a battus dernièrement. Après, je l'avais dit, je préférais Chelsea plutôt que de rejouer Barcelone. Avant le match contre Monaco, donc évidemment, peut-être que les jugements peuvent être vus. Après, j'oublie pas, et ça, on en avait rapidement discuté entre nous, que dans ce qui peut faire les choses du match, il y a un petit peu l'expérience avec ce que Chelsea a comme coach sur son banc de touche, à savoir Rosenior, un entraîneur qu'on connaît. Et au-delà de ça, l'âme de cette équipe on l'a vu dès le premier match de la saison, quand ça chauffe pour elle à très très haute, dans les très très hautes échéances, bah elle renonce pas. Donc même avant de parler sur le plan footballistique, je pense que même avec ses grosses qualités, bah, c'est un adversaire qu'on peut battre, et je suis plutôt content de l'affiche. Ouais. D'accord. Daryl, ton avis sur ce PSG Chelsea, Chelsea PSG? Parce qu'on reçoit d'abord, puis on se Ouais. déplace là-bas. Mm. Ouais, bah moi je suis pas spécialement content non plus. Alors contrairement à Blaise, je préférais prendre le Barça.
Je trouvais que c'était un adversaire qui nous allait mieux, et puis j'en ai un petit peu marre d'affronter des clubs anglais. Déjà, il y a la lassitude, et puis il y a aussi le profil des équipes. Et bon, voilà, la Chelsea, c'est pas un tirage spécialement réjouissant. Et puis là, c'est même le tirage global, hein, on peut même Oui, élargir un petit peu. c'est ce que disent les livers, effectivement. Ouais, à chaque étape, en fait, on a pris la pire situation possible. Enfin, globalement, si nos positions avaient été inversées avec Newcastle, ça aurait été bien plus Bah, positif. alors, il y a Mais pire, voilà. mon grand, il y a pire, c'est le Real Madrid. C'est que tu te prends City en 8e, Oui, probablement le Bayern en quart, et le vainqueur de l'autre branche, PSG, Chelsea, Liverpool, en demi-finale, si tu vas jusque-là. Bon, étant donné qu'ils sont nuls, ils iront probablement pas jusque-là, C'est mais déjà pas serré parfait, hein, mais avant de. oui. voilà. Bon, il y a encore pire que nous, mais c'est vrai que le tableau est très très violent quand même. Ouais, c'est pas, il y a jamais, c'est quand même jamais simple pour nous, quoi. Enfin, là, sous Luis Enrique, au niveau des tirages au sort, on a rarement été vernis. Et voilà, pour parler un peu de l'adversaire, bon, bah, effectivement, il y a l'aspect, oui, donc Première Ligue, et puis le fait qu'ils nous ont déjà battus et assez largement, il n'y a pas si longtemps. Mais voilà, je pense qu'on a quand même, enfin, si on réussit à retrouver des standards plus proches des nôtres que ceux des derniers matchs de Ligue des Champions. Donc avec cette terrible série là de une victoire sur les 5 derniers matchs, bon, on a les armes quand même pour les sortir. Donc footballistiquement, si on prend la meilleure version des deux équipes, je pense qu'on est au-dessus. Donc les matchs à élimination directe ayant plutôt tendance justement à faire ressortir le meilleur de chaque équipe. Je pense que voilà, c'est une confrontation qui est plutôt très ouverte. Mathieu, tu rejoins cet avis d'une confrontation très ouverte. Tu es mécontent. Ton avis un peu sur ce tirage de façon générale. Je rejoins évidemment l'avis qui consiste à dire que c'est le pire tirage global qu'on pouvait attendre. Mm. Une fois qu'on a dit ça, et on va voir comment on s'en sort. Ça nous donne en tout cas l'occasion de nous venger de Chelsea après la finale de la Coupe du Monde des clubs, et de conclure les 12 mois où tu pourrais battre l'ensemble des grosses équipes européennes, puisque c'est la dernière en fait que tu n'as pas battue. Mm. Un peu de la même façon que la Coupe du Monde des clubs, ça avait permis de battre l'Atlético et le Bayern qui étaient battus quelques mois auparavant en phase de poule de Ligue des Champions. Donc ça c'est pour la version un peu optimiste. Les 10 ans de la confrontation aussi, la dernière confrontation face à eux en Ligue des Champions, en huitième de finale, c'était Ouais. le Chelsea de Gus Hiddink. On s'était qualifié à Stamford Bridge en allant gagner 2-1. Et on avait gagné 2 à l'aller Les- aussi, d'ailleurs. Exactement, pour les 10 ans du périscope aussi. Ça tombait quelques jours, ça tombait quelques jours avant le match aller. Quel grand souvenir. Je ne sais pas s'il y a un joueur d'effectif qui veut continuer la tradition ou reprendre la tradition, mais Ah, voilà. Marquinhos, c'est toujours là. Hein. Ah oui, d'ailleurs, il avait remplacé Serge Aurier au Et tout pied à levé fait. en tant que latéral droit. Il avait fait un bon match face à Chelsea à l'aller. Mais donc voilà, écoute, la reprise d'un des grands classiques du début de l'RQSI, donc double confrontation face à Chelsea. À voir, on aura l'occasion de rentrer plus dans les détails quand on s'approchera de la double confrontation, même si ça va arriver assez vite. Ouais, ça arrive très Mais vite. c'est assez intrigué parce que d'un côté, tu te dis que tu as des joueurs qui sont en face, euh, qui ont les profils parmi les mieux indiqués pour nous mettre en difficulté. Ouais. Et de l'autre, comme c'est un objet assez nouveau, ce Chelsea-là, avec un nouvel entraîneur, je sais pas trop dans quelles conditions on va les trouver en fait. Et d'ailleurs, c'était déjà le cas il y a 10 ans, puisqu'on avait joué Chelsea quelques semaines après le départ de Mourinho, et avec un nouvel entraîneur qui était Gus Hiddink. Ouais. Après, c'est vrai que pour revenir sur ce qui s'est passé par rapport à la dernière confrontation, là, je vous ai mis la photo au moment où Luis Enrique va choper Joao Pedro. Ce qui a changé chez eux, l'entraîneur, l'excellent Enzo Maresca a été remplacé par Liam Rosenior. Alors, bon, pour l'instant, les débuts sont pas trop mauvais, mais bon, la seule grosse équipe qu'il a croisée, c'est Arsenal. Ils ont croisé 3 fois, ils ont perdu les 3 fois.
Ce qui a changé aussi en défense centrale, est-ce que c'était déjà il y avait Colwill à l'époque qui devait pas encore être blessé. Est-ce que c'était Chalobah et Sarr? Je crois pas, parce que Sarr était encore à comment il s'appelle? À Strasbourg. Cet été, Euh, il était à Chelsea, hein. Ah, c'était oui, mais il Mais jouait pas. Il jouait pas, c'est ça. oui, il jouait pas. Voilà. Ouais. Andrei Santos est devenu titulaire depuis l'arrivée de Liam Rosenior. Normalement, ça c'est bon. Devant, est-ce qu'il y a un... Oui, il y a Estevao qui à l'époque il n'avait pas joué contre nous, me semble-t-il. Il était encore avec Palmeiras ou il avait déjà fait la bascule, j'ai un doute. Mais là, Non, non, il il était à Palmeiras. Ouais, c'est Il a ça. joué contre eux en demi-finale, justement. Ah bah oui, voilà, c'était ça, c'était le fameux truc. mais là, Voilà. il est blessé. Ou en Est-ce Oh qu'il bah, sera de retour face à nous? normalement, il sera à retour ou à peine. Le match aller, il risque d'être un peu juste, mais le match retour, il sera en théorie. Là, il a repris l'entraînement. Il était sur les terrains d'entraînement, je crois, aujourd'hui. Il a dit Liam Rosenior. Donc, il revient d'une blessure de 3 semaines aux ischio, donc la blessure musculaire traditionnelle. Bon, je pense pas qu'il sera titulaire parce qu'effectivement, il manquera de rythme, mais en théorie, il sera disponible. Voilà un peu ce qui a changé chez eux. Globalement, ils jouent toujours un peu de la même façon. Ils vont être pas mal au complet. Il y aura assez peu de blessés. Je pense que même Wesley Fofana sera là. Bon, alors Colwill, évidemment, qui est un joueur très important pour eux et qui n'est pas là. Romeo Lavia a même fait son retour hier, donc c'est dire le terme de miracle médical qui vient d'avoir lieu. Ils vont jouer encore 2 matchs avant de faire le match aller. Savoir, ils vont à Aston Villa mercredi soir et ils vont à Wrexham en Cup. Je crois que c'est dimanche ou c'est samedi, je sais plus. Bah, le 7, donc je vous laisse calculer. Le 7, c'est samedi, c'est ça? Oui, c'est samedi le 7. Donc ils vont jouer vraiment beaucoup, beaucoup avant de nous affronter. Et ensuite, entre les 2 matchs, ils rejouent encore Newcastle. Pour ceux qui les ont vus contre Arsenal, donc c'était hier après-midi à l'Emirates, à 17h30 en français, si je ne me trompe pas. Bah, je trouve que ça dit beaucoup de choses sur l'équipe qu'est Chelsea actuellement. Déjà une équipe qui est dure à battre. Une équipe qui est très 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 dure à battre, qui jusqu'au bout va être accrocheuse. Bah, d'ailleurs, ils sont pas loin d'égaliser. Ils ont perdu 2-1 pour ceux qui ont pas suivi, mais ils sont vraiment pas loin d'égaliser. Une équipe qui physiquement met un impact monumental au milieu de terrain, que ça soit Caicedo, que ça soit Enzo, que ça soit comment il s'appelle Andrei Santos, une équipe Santos. ouais, même Rhys James à droite, c'est un Rhys James, jeu. c'est ça. Ouais, Voilà, voilà. c'est lui auquel je Lui pense le c'est premier. lui c'est vraiment un monstre. Franchement, il est très très fort. Mais je trouve que c'est une équipe qui axialement est très forte, mais qui est sur les côtés et c'est une équipe très axiale en fait. Déjà, c'est un truc qui moi ça me choque beaucoup quand je les vois jouer. Vas-y, casse-toi le bot là. C'est une équipe qui est vraiment très 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 axiale et bon, à un point même un peu douteux. Donc je ne sais pas trop quoi en penser à ce niveau-là. Euh, Vraiment, c'est pas facile, je trouve, de les juger parce que il y a beaucoup de moments où tu sais pas trop sur quel pied danser. Mais il y a une chose qui est certaine, ils vont vraiment pas lâcher l'affaire. Le PSG est une équipe résiliente, mais je trouve que Chelsea est très très résilient aussi en termes de tout quoi. Ils veulent pas lâcher l'affaire. C'est vraiment une équipe qui qui est résistante en fait quoi, tout simplement. En fait, c'est tout simple, c'est que c'est une équipe qui est dure en fait, qui est juste dure. Voilà, moi c'est vraiment le truc qui m'a choqué en les voyant, c'est le côté tu peux nous taper, nous taper, nous taper, mais il y aura toujours un pied qui traîne, un mec qui reste. Ouais, vraiment, là, je pense que de ce que j'ai vu, c'est l'équipe la plus résiliente de la saison avec le PSG, quoi. Oui, Daryl? Oui, c'est ça, c'est une équipe. Alors bon, j'apporterai une nuance quand même, c'est surtout dans les gros matchs, hein, parce que Oui, oui, oui. Ah oui, c'est une équipe très irrégulière. voilà, c'est une équipe qui est très irrégulière et qui a tendance à être très moyenne quand dans les petits matchs où voilà, il n'y a pas la lumière des projecteurs, etc. Enfin, on sent que c'est une équipe encore un peu jeune, mais effectivement, ils ont un effectif évidemment très riche, puisqu'on connaît tous leur stratégie et leur modèle économique désormais. Et oui,
dans les gros matchs, ils sont toujours présents et durs à battre. Mais c'est. Bah, il y a un Non, exemple. Juste, je Ouais, me vas-y. permets de citer l'exemple de Manchester City. Ils viennent de virer Maresca, ils partent jouer à City, tout le monde s'attend à ce qu'ils se fassent dérouiller. Et je sais plus s'ils font 2-2 ou 1-1 avec l'adjoint sur le banc de touche, quoi. Un truc où tout le monde se dit. En Ouais, plus, City était bon à ce moment-là. Et non, non, ils lâchent. Et ils égalisent là-bas. C'est pas ils ouvrent le score. Non, non, ils vont chercher le match nul à la 90e ou un truc du genre. Ils marquent souvent en fin de match d'ailleurs à ce niveau-là, quoi. Vas-y, je t'en prie, reprends derrière. ouais, c'est ça. Ils ont des joueurs très bagarreurs. Voilà, Rhys James. Alors, il y a aussi le revers de la médaille qui est du coup le nombre de cartons rouges qu'ils prennent, parce qu'ils sont assez indisciplinés et ils ont tendance, quand justement le match s'échauffe un peu, à s'oublier. Mais c'est une équipe qui a vraiment un impact physique à peu près dans toutes les zones du terrain ouais, qui est assez colossal. Mais là où je te rejoins aussi, c'est au niveau des côtés, notamment offensivement où il y a quand même des joueurs relativement limités, quoi. Ils ont une armée d'ailiers, mais mis à part Palmer et encore, c'est le Palmer de cette saison Pas très n'est bon. pas exceptionnel. Ouais, ouais. Énormément de blessures, Cole Euh, Palmer. Énormément de ouais, blessures, lui. ouais, ouais. Voilà, et Estevao, quand il est en forme, il y a pas sur les joueurs qu'ils ont sur les ailes sont quand même assez unidimensionnels ou limités. Donc c'est voilà, il y a des faiblesses évidemment à exploiter, mais ouais, équipe qui sera évidemment pas simple à battre. Mm. Pour vous donner une idée, pardon, Cole Palmer, il a joué 1325 minutes avec Chelsea cette saison. Donc ne croyez pas qu'il y a que le PSG qui a souffert de la Coupe du Monde des clubs. Voilà. Et il a marqué pas beaucoup par rapport à ce qu'il a pu mettre Ah ouais, les années non, hors précédentes, quoi. penalty, Ah non, voilà. il y a quasiment rien. Ouais, Par c'est contre, ça. voilà, eux, ils mettent leur penalty. Ah oui, eux sur penalty, ils en mettent, hein. Ils en ont et ils en mettent, hein. Et d'ailleurs, faut parler d'une des grandes forces de Chelsea, c'est les coups de pied arrêtés. On parle beaucoup d'Arsenal sur les coups de pied arrêtés offensifs. Chelsea est pratiquement aussi fort sur les coups de pied arrêtés offensifs, quoi. Voilà, Ouais, mais pas sur les coups de pied arrêtés défensifs. Mais oui, sur les coups de pied arrêtés offensifs, bah alors là, Arsenal a créé une tendance hein, en première ligue. Nicolas Jauvert a fait des émules et maintenant beaucoup d'équipes mettent pas mal l'accent sur cette phase de jeu et bon, Arsenal reste encore la meilleure dans ce registre, mais bon, bah, on a bien vu le match d'hier, ça s'est terminé 2-1, il y a eu que des buts sur corner, quoi. Ouais, et Arsenal a eu énormément de mal à défendre les corners de Chelsea. À part en faisant des fautes. Ouais. Et même comme ça, ça a quand même été, bah, ils ont été dangereux pratiquement à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est un truc, enfin, je sais pas si Daryl et Blaise, ça vous a choqué, mais moi, il y a un truc qui me frappe, c'est que c'est une équipe qui est capable d'être assez patiente avec le ballon, qui va vite exploser vers l'avant, mais qui est pas très créative, en fait. Et, et pareil, je pense que Ah bah non. défensivement, ça va leur faire vraiment bizarre de jouer face à des joueurs aussi créatifs que ceux du PSG. Parce que ce soit bah, les offensives d'Arsenal, si je peux me permettre, bon, ça fait Ah pas non, mais c'est rêver, pas quoi. bon. Là, Bon, enfin, c'est- l'animation offensive d'Arsenal, c'est un problème. Si le titre de Première Ligue leur échappe, ce sera uniquement à cause de ça. voilà. Mais il y a un côté, ils défendent plutôt bien, enfin pas trop mal, mais c'est vrai que je pense qu'un joueur créatif leur ferait beaucoup de mal parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de gérer en fait, quoi, tout simplement. Enfin moi, ça m'a choqué vraiment à quel point c'est une équipe sans folie, terre à terre, dur à battre, dur au mal, mais pas créative pour un sou, quoi. Vraiment pas, vraiment, ouais. Je sais pas, Blaise, ton avis là-dessus, mais pas très belle à voir jouer, quoi, globalement. Pas très Ouais, sympa à c'est voir jouer, ça. quoi. C'est ça, et même contre les petits, le volume d'occasions générées, il est un peu plus conséquent parce que, bah, il y a moins de qualité en face, mais ce que tu dis sur le manque de créativité ou le manque de joueurs créatifs dans cette équipe-là, ça se sent réellement avec, un milieu de terrain, qu'on se le dise, plus orienté vers la récupération du ballon, même si Enzo, il a quand même des qualités avec ballon, qui en font un joueur différent dans ce milieu de terrain. Mais ouais, je trouve que cette équipe, en fait, là où ça va être dur,
Et c'est marquant parce que depuis tout à l'heure, quand on essaie de parler d'elle, c'est pas forcément sur d'autres qualités, mais c'est vraiment sur ce combat-là qu'elle va imposer. Ça, c'est une certitude. Ça va pas être forcément des matchs très emballants. On va pas avoir toujours la possibilité de maîtriser le ballon, d'aller vers l'avant, de jouer dans leur camp. Il va falloir accepter que, comme tu l'as dit, en fait, c'est une équipe de par les positions très axiales avec beaucoup de joueurs proches les uns des autres ils arrivent quand même à combiner pour conserver, souffler, amener le ballon Ouais, un c'est peu plus ça. haut pour mettre des joueurs dans la surface et proche de la surface. Et, euh, et donc, ça va être assez compliqué. Et surtout, et là, bah, nous, on a un peu le pendant de notre côté. Ils ont, et vous l'avez bien dit avec Chris James, un joueur qui, pour le coup, tactiquement, en fait, il les aide beaucoup. C'est un milieu de terrain, c'est un arrière latéral, c'est un ailier. C'est un mec qui bah, peut être à la première relance, peut recevoir le ballon dans le cœur du jeu ou le récupérer puis mener l'offensive. Et c'est aussi un joueur qui est capable de donner des très bons centres. Donc ça va être quelque chose à gérer. Évidemment, le talent de Cole Palmer, mais c'est le Cole Palmer de cette saison. Après, c'est un joueur très talentueux et sur un coup de patte, il peut faire la différence. Et surtout, ce qui a bien marché aussi pour Monaco, c'est les duels, les duels pardon, que vont devoir jouer nos centraux face à Joao Pedro. Mmh. Parce que lui, pour le coup, il regarde pas toujours vers le but adverse quand il est loin de ses cages, mais en tous les cas, lui, les ballons, il les conserve, il est propre techniquement et il est capable de faire des vraies différences pour mettre ses coéquipiers dans les meilleures dispositions. Donc non, ça va être dur, mais footballistiquement, je trouve que on a les clés et c'est un bon match à jouer pour cette équipe-là pour peut-être se lancer entre guillemets encore en Europe. Ouais, on verra. Mathieu, Daryl, Blaise, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce tirage à cet instant? On me dit Marquinhos versus Joao Pedro, on n'a pas le meilleur brésilien. Oh, attendez, on est assez dur avec Marquinhos, mais c'est quand même un joueur qui a plus de références à l'échelle européenne que Joao Pedro. Après, c'est sûr que bon, il y en a un qui a 31 ans et l'autre qui est encore assez jeune, mais voilà. J'avoue que moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce match, c'est comment on va réussir, enfin, pour faire avancer le ballon contre Chelsea, il faut passer par les côtés. Mais c'est comment, une fois que tu es arrivé jusqu'au côté, tu vas réussir à provoquer à aller jusque vraiment dans l'axe de la surface ou dans l'axe tout court pour ensuite créer des occasions de but. Parce que bah, ça va être ça un peu. Parce que si tu veux attaquer la zone axiale de Chelsea entre Caicedo, André Santos, Enzo, Romeo Lavia des fois qui joue, Rhys James qui se recentre et tout, c'est pas la peine. Enfin, tu perds ton temps. Alors peut-être que tu as Ousmane dans un geste de génie ou Désiré Doué est capable de le faire. Mais globalement, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'aller se coltiner Chelsea dans l'axe. Après, passer par les côtés, non. Ah non, non, j'appelle surtout pas Gonzalo Ramos titulaire. Mais vraiment, j'ai une interrogation. Comment le PSG va réussir à faire passer le ballon du côté au demi-espace, voire à plus, et ensuite à solliciter Robert Sanchez, qui est pas non plus, qui a fait une très bonne Coupe du Monde des clubs, qui a été excellent en finale contre nous, et qui est pas vu non plus comme le meilleur gardien du royaume, si je peux me permettre. Voilà. Daryl, Blaise, Mathieu, de votre côté, sur un peu ce tirage à cet instant, on a tout dit. On en reparlera dans une semaine avant le match aller, ou pas? Bah Oui, oui, c'est ça, Daryl. on en reparlera. Oui, oui, on en reparlera. D'accord, bon. D'ici là, nous, on aura joué un match, Chelsea 2, dont un de Première Ligue. Ouais, et puis on verra les blessés aussi au dernier moment, parce qu'il y a quand même pas mal Oui. d'incertitudes, hein. Voilà. Allez, sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. Merci à Shield Body pour le qui me dit Revenge pour le dernier sub du soir. On se retrouve donc lundi prochain. On aura le débrief de PSG Monaco, la preview du très attendu PSG Chelsea. Donc un gros truc. Chelsea est pas content du report du match contre Nantes, mais qui se mêle de leur cul, tout Mais, simplement. ah bon? Non mais franchement, ils ont qu'à mettre une équipe B à Wrexham et puis comme ça sera pareil, hein. Voilà, il faut inviter un Marseillais pour présenter Chelsea. Mais on pourrait en inviter à chaque rencontre européenne, c'est ça le problème, donc on va éviter quand même. Et oui, PSG Monaco, coup diffusé, BeIN Ligue 1+. C'est très bien. Allez, sur ce, merci à tous pour votre fidélité, à très vite, et bonne nuit tout le monde, bisous, Ciao. Ciao tout le monde, bonne nuit, bisous. Ciao, bonne nuit. et vive l'open source comme toujours, à très vite.